C'est parti. Moi, ça mouline. Hein. Ça arrive. Ouais. Moi, je suis bon apparemment. C'est parti. Tu me dis quand tu vois le live sur ta page? Ah, ça y est. Ouais. Allez, je partage, comme ça après je me mets bien devant l'écran. Excusez-moi encore 2 secondes. Alors, le temps de se préparer et c'est bon. Sur une page. Donc, je vais commencer. Bonjour à toutes et à toutes. Chères esthéticiennes, j'espère que vous allez bien et surtout que vous prenez soin de vous et de vos proches en cette période de confinement. C'est l'occasion pour nous tous de se former, d'envisager l'avenir, d'améliorer sa façon de travailler, de créer, d'innover, d'apporter des solutions à vous et à vos clientes en matière de beauté. C'est pourquoi aujourd'hui, 6 avril, BioGlamour vous présente sa première webconférence au sujet des différentes technologies minceurs selon les nouvelles réglementations, animée par le docteur Blanche Maison. Bonjour. Bonjour. Spécialiste en médecine esthétique et à Paris. Monsieur Blanche Maison sera donc interviewé par Carole, esthéticienne.pro. Bonjour Carole. Bonjour Chloé. Alors voilà, donc le site esthéticienne.pro, c'est surtout là pour vous donner de l'actualité, des informations auprès de vous, les esthéticiennes. Et nous avons également un troisième participant, Monsieur Rambert, de la société BioGlamour. Bonjour. Bonjour, bonjour à tout le monde. Bonjour. Donc, cette conférence va durer environ 1 heure. La première partie sera donc sur les différentes technologies minceurs et la deuxième partie sera sur les nouvelles réglementations. Je vais laisser la parole donc à Carole, qui est là donc pour échanger avec le docteur Philippe Blanche-Maison, qui pourra répondre mieux à ce sujet, et ensuite monsieur Rambert, qui sera là pour répondre aux diverses questions du public et autres. Voilà. Donc, je vais laisser la parole à Carole. Alors, bonjour à tous. Donc, j'interviens dans cette conférence donc au titre d'esthéticienne.pro. Donc, celles qui me regardent depuis la page me connaissent à travers le site et les articles d'information professionnelle que je signe régulièrement. Aujourd'hui, c'est une grande première puisqu'on fait notre premier live. C'est un petit peu on va dire, c'est l'opportunité du confinement. C'est l'idée de pouvoir communiquer, de pouvoir se former, de pouvoir utiliser ce temps à se préparer aussi pour la réouverture en faisant des choses utiles et en continuant à faire ce qu'on fait de mieux, c'est-à-dire notre métier. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, vous êtes toutes impactées par ce qui se passe et on avait un petit peu aussi envie de changer de sujet parce qu'on a beaucoup parlé des mesures de soutien, des mesures d'accompagnement. On avait envie de revenir à notre cœur de métier et de parler. Alors aujourd'hui, on va parler d'amincissement. L'amincissement qui est un très, très gros enjeu dans la plupart des instituts. Et il y avait une deuxième raison pour laquelle on voulait parler d'amincissement aussi, c'est qu'il y a un changement de réglementation important qui arrive cette année. Donc, on voulait aussi profiter de l'occasion pour vous parler de ça parce que ça arrive très bientôt, le 26 mai. Donc, alors, compte tenu des circonstances, peut-être que voilà, il va y avoir un petit peu de flottement, mais en tout cas, c'est vraiment dans les tubes. Donc aujourd'hui, on a choisi de faire intervenir un médecin pour avoir un point de vue vraiment médical et non commercial sur la question, et surtout un point de vue synthétique, puisqu'on va parler de toutes les technologies. Et c'est vrai que souvent, quand vous allez dans un salon, quand vous allez rencontrer des fournisseurs, on va vous parler d'une technologie, bien sûr, celle du fournisseur, et c'est bien normal. Donc aujourd'hui, en fait, l'idée, c'était de se dire, ça fait à peu près une douzaine d'années que des nouvelles technologies sont apparues à l'Institut. On a beaucoup d'appareils différents aujourd'hui, et il y a beaucoup d'entre vous qui ont du mal à s'y retrouver dans tout ça. Donc on va essayer de faire un petit peu le tri avec le docteur Blanche Maison.
et comprendre comment ces technologies peuvent aussi s'articuler entre elles, comment on peut intelligemment les utiliser et ce que chacune apporte. Donc, pour commencer, alors tout va bien au niveau technique? Apparemment, ça a l'air. Bon, Ouais. sur Facebook, tout est Tout se bon? passe bien. Bon, alors c'est Tout va parfait. Déjà une cinquantaine de personnes. Alors, pour commencer, donc, je vais annoncer un petit peu le déroulement. Donc, on a préparé une série de questions donc, pour le docteur Blanche-Maison qui va tourner dans une première partie sur les techniques. Vous pouvez intervenir à tout moment. L'idée, c'est de un petit peu faire comme si on était tous ensemble, même si on est tous confinés chez nous et à distance. Ça veut dire qu'à tout moment, vous pouvez envoyer des questions en commentaire. Donc, n'hésitez pas, au fur et à mesure, là, vous avez vraiment l'opportunité de pouvoir poser aujourd'hui toutes vos questions et d'avoir l'éclairage vraiment d'un point de vue médical et technique. Donc, n'hésitez pas à poser toutes les choses dont vous avez envie de parler. Ce qu'on va faire, c'est Chloé qui est le modérateur. Chloé va rassembler vos questions et on aura des temps pour répondre, pour ne pas trop modifier le rythme de la conférence. Donc, on aura des temps où vos questions seront posées par Chloé. Dans une seconde partie, donc, on parlera plus de la réglementation, des changements qui arrivent. Et là aussi, vous pourrez poser vos questions en fin de partie. Et puis, pour finir, j'ai réservé quelques questions donc, à Eddy, qui représente la société Bioglamour et qui est donc, alors pour ceux qui sont sur ma page qui ne connaissent pas Bioglamour, Bioglamour est distributeur depuis 20 ans en appareils esthétiques. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils ils travaillent avec plusieurs technologies. Et donc, j'ai voulu aussi poser des questions à Eddy pour qu'on ait le point de vue d'un distributeur sur les différents appareils, peut-être les stratégies d'équipement, et puis savoir aussi comment eux, ils se préparent, puisque tous vos fabricants, tous vos distributeurs sont en train de se préparer à cette nouvelle réglementation, savoir comment ils se préparent, et puis enfin aussi, on parlera, en liaison avec l'actualité, on parlera un petit peu aussi de comment un de vos fournisseurs, donc Bioglamour, s'est adapté à la crise sanitaire. Voilà, donc on va démarrer. Et ma première question pour le docteur Blanche-Maison, c'est alors, depuis 12 ans, on a vu des tas d'appareils arriver sur le marché, alors que, en gros, si on se remet dans la situation d'il y a 10 ou 12 ans, tout le monde faisait du palpé roulé, il n'y avait que ça en institut. Alors, j'ai envie de vous demander, docteur, est-ce que le palpé roulé s'est dépassé? Non, Carole, ce n'est pas dépassé. Le palpé roulé, en fait, c'est une méthode avant tout de drainage. Si on joue sur la partie rétention d'eau dans la silhouette, le palpé roulé a toujours sa place. Là où ça a peut-être été un petit peu survendu, c'est quand on espère que le palpé roulé, en plus, va jouer sur d'autres paramètres, comme la fibrose, comme la lipose, comme la partie vraiment graisseuse. C'est très difficile de vider un adipocyte uniquement par une pression manuelle. Un adipocyte, c'est une cellule qui est très résistante et qui n'est pas sensible tellement à la pression. La pression manuelle, pour arriver à casser un adipocyte par une pression, c'est très, très difficile. Avec la main, on n'y arrive pas. Pour le casser, il faut utiliser d'autres méthodes. Il faut chauffer, il faut faire du laser. Il y a différentes méthodes pour utiliser, mais la main ne suffit pas. Donc, le palpé roulé reste en place. C'est toujours une bonne méthode, mais il faut l'utiliser surtout dans cette optique de drainage. C'est bien pour drainer la rétention d'eau et c'est bien aussi pour assouplir les tissus. Quand on a une cellulite qui est fibrosée, qui est compactée par la fibrose, on a du mal à agir sur la partie graisseuse parce que l'adipocyte est compacté. On peut défibroser par le massage, par le palpé roulé, et on peut drainer la rétention d'eau par le palpé roulé. Donc, si je comprends bien, le palpé roulé, si je résume, c'est devenu une technique parmi d'autres qui sont à disposition des esthéticiennes pour traiter ce sujet qui est assez complexe, en fin de compte, de la minceur. À mon avis, ça a toujours été. Voilà. Ça a toujours été présenté. Maintenant, c'est normal après qu'on le survende un petit peu. Comme il y a des machines qui font des palpés roulés, c'est normal qu'ils les élargissent. Vous verrez sur les machines qu'on verra tout à l'heure, on verra que les machines débordent un peu leur indication. Mais le palpé roulé a toujours été, si vous prenez une des machines les plus connues pour ça, vous savez à qui je fais référence, hein, ils ont 32 références publiées. 32. Sur les 32, il y en a 30 qui concernent uniquement la rétention d'eau. Donc, c'est clair qu'on agit, c'est une méthode de drainage. Quand on fait les études publiées médicales, on agit que uniquement sur le drainage. Et après, c'est normal, après, quand on en parle, qu'on élargisse un peu l'indication. Mais l'efficacité, c'est ça. Ça a toujours été vendu pour ça.
Alors, les esthéticiennes, à la base, l'esthétique, c'est un métier manuel. Et on a encore aujourd'hui des personnes qui sont vraiment partisans uniquement des techniques manuelles. Alors, qu'est-ce que vous leur dites à celles-là? Est-ce qu'on doit opposer le manuel à l'appareil? Comment… Savez-vous, l'esthéticienne, c'est une spécialiste d'un domaine qui est l'esthétique. On va lui demander un conseil ou une action sur les rides du visage, sur le vieillissement du visage, sur la silhouette, sur les bourrelets. Donc, ce n'est pas forcément un métier que manuel. Si vous dites à un musicien, par exemple, vous ne pouvez faire que la musique avec une guimbarde, ça va être très léger. Il faut qu'à un moment donné, il sache utiliser quelque chose d'un peu plus complexe que sera un piano ou un violon, quelque chose comme ça. Oui. Donc, moi, je pense que l'esthéticienne, elle doit utiliser tout ce qui est à sa portée. C'est-à-dire qu'elle doit être très bonne avec ses mains, évidemment, qu'elle doit être très bonne en soins du visage, en maquillage, mais il faut aussi qu'elle apprenne à être bonne pour la silhouette, pour les demandes sur la silhouette, sur les bourrelets. Et ça, il faudra quand même utiliser des machines parce que pour mobiliser ces graisses, on a besoin d'être aidé. Si on fait simplement un régime et un facteur alimentaire, on va perdre dans le visage, on va perdre dans le haut du corps, mais on ne perdra pas ces graisses résistantes qui sont passées au niveau gynoïde dans la partie basse du corps, au niveau des hanches, au niveau des fesses, au niveau des cuisses. Pour ça, on a besoin de quelque chose qui mobilise. Et pour mobiliser, vous le verrez, les machines sont malheureusement quasiment indispensables. Est-ce que les machines sont meilleures que la main pour mobiliser ces graisses un peu irréductibles? Si je reprends l'exemple du violon, vous allez avoir des gens qui vont toujours faire des violons un peu criards, hein, ça pas terrible, d'autres qui seront moyens et d'autres qui seront des virtuoses. C'est pareil en esthétique, vous allez avoir des bons, des moyens et des moins bons. Si vous voulez devenir un bon, il faut que vous appreniez à jouer bien des machines, donc du violon, et puis il faut que vous appreniez aussi à avoir une très bonne main. Les deux sont importants. Donc pour moi, ça fait partie d'un métier. C'est comme si vous disiez à un dentiste, vous n'avez pas le droit de prendre de la roulette, n'utiliser que des méthodes purement manuelles, c'est pas possible. Il faut qu'on utilise, un spécialiste d'un domaine doit utiliser l'ensemble des outils à sa disposition. Docteur, on a aussi les partisans du chaud et les partisans du froid. Qu'est-ce que vous nous dites à ce sujet? Ben, je dirais qu'on n'a pas bien compris, parce que le chaud et le froid, les deux sont utiles. Le chaud est très utile, par exemple, on le verra pour la radiofréquence, c'est un moyen de faire ce que les Américains appellent le skin tightening, retendre la peau qui est relâchée, donc c'est un des moyens qui agit là-dessus. Le froid agit sur d'autres choses, ça n'agit pas sur la peau, ça agit plutôt sur le gras, donc on a besoin des deux. Donc il faut devenir bon dans le chaud et bon dans le froid. C'est dommage qu'on se retrouve avec des partisans. Pour moi, tant qu'il y a derrière l'histoire des partisans, c'est l'histoire de personnes qui n'ont pas bien compris l'utilisation de leur machine. Vous voyez, c'est comme si vous disiez, il est partisan du violon ou du piano. Je reprends mon exemple tout à l'heure, c'est un petit peu pas très malin. Si on est un chef d'orchestre, on doit savoir jouer et utiliser l'ensemble des instruments. En fin de compte, si je résume, chaque appareil, chaque technologie va avoir son application. Et l'important réside dans le fait de bien poser le diagnostic, l'objectif de ce qu'on veut faire et d'utiliser la bonne technologie. Moi, je pense que les ingénieurs nous mettent à disposition des appareils très intéressants. Mais ils comptent sur nous, les praticiens, que ce soit les esthéticiennes, le kiné, le médecin, pour savoir en jouer. C'est à nous de savoir les utiliser pour les utiliser au mieux. Toutes les machines, tout ce qui marche bien en médecine a toujours un rapport avantage-inconvénient, bénéfice-risque. Il y a toujours ce rapport-là. Donc, c'est à vous de devenir suffisamment virtuose pour avoir le maximum de bénéfices avec le minimum d'inconvénients ou de risques. C'est une question de compétences et de travail. Si on rentre dans le détail des différentes technologies, est-ce que, en quelques mots, vous pouvez nous dire pour chaque technologie comment elle fonctionne? Alors, je les ai listées. Oui, on va commencer par le palpé roulé. Palpé roulé, c'est une méthode de drainage. Donc, c'est une méthode qui est assez ancienne maintenant, qui a plus d'une cinquantaine d'années, donc qui a été utilisée au départ comme une méthode de réflexothérapie au niveau de la peau. Donc, vous allez prendre le tissu, le prendre dans vos mains et puis faire un roulé pour essayer de mobiliser ce tissu. Donc, c'est une technique de mobilisation. Et en même temps, comme il y a une pression en même temps, cette pression va jouer sur le problème de la rétention d'eau. Pour mobiliser de l'eau, il faut qu'il y ait un gradient de pression. Donc, quand vous créez une pression extérieure, vous faites un gradient qui va favoriser la rétention de l'eau dans les lymphatiques, dans les vaisseaux sanguins. Et puis, il y a ce mouvement de mobilisation sur un tracé, si vous voulez, qui permet d'agir sur l'aspect drainage, à la fois au niveau ganglionnaire. Donc, vous devez d'abord drainer au niveau des ganglions proximaux et après faire le palpé roulé distal pour avoir un drainage maximum. Vous allez avoir une action sur le drainage et aussi sur la fibrose, donc sur le collagène. Lorsque vous étirez un fibroblaste entre 90 et 160 millibars, donc il y a certaines façons de l'utiliser, quand c'est étiré de cette façon-là, vous stimulez la production de collagène. Donc ça joue sur la fibrose également. Donc ça reste une bonne méthode, mais même le palpé roulé, ça devrait s'apprendre. Ça ne s'improvise pas trop, ça doit s'apprendre. Il faudrait que l'étirement des fibroblastes se fasse entre 90 et 160 millibars.
On le sait dans les laboratoires scientifiques, il faudrait qu'il y ait un passage entre les personnes qui font des essais de laboratoire et les praticiens. Souvent, ce sont des milieux qui ne communiquent pas entre eux, vous voyez, ce qui manque un petit peu. D'où l'intérêt d'avoir un appareil qui va pouvoir cibler très précisément l'efficacité oui. On peut le faire très bien à la main. Le palpérole à la main, entre de bonnes mains, mais vous devez le savoir, c'est comme il y a des bonnes masseuses et moins bonnes masseuses, chaque masseuse a des résultats différents. Il y a des masseuses avec des techniques de massage particuliers qui font une grosse pression dessus, enfin qui ont du succès, où les gens reviennent régulièrement. Moi, je considère que si vous avez, dans votre institut de beauté, vous avez une cabine de massage, ce qui fera que cette cabine est pleine ou pas pleine, c'est la main de la masseuse. Si la masseuse a une bonne technologie, votre cabine va se remplir. Tout le monde cherche des très bonnes masseuses. On a du mal à en trouver. Ensuite, alors, on passe à une autre technique qui est aussi très à la mode, c'est la cryothérapie. Cryothérapie, en 2 mots, comment ça agit? Vous créez un choc thermique. Vous allez baisser la température. Donc, voilà. Donc, vous allez baisser la température, surtout de l'hypoderme. L'invention de la cryothérapie, c'est d'arriver à refroidir l'hypoderme, donc la partie où il y a les adipocytes sous la peau, plus que le derme. Sinon, il suffirait de poser un pack de glace. Tous ceux qui parlent de cryothérapie simplement sur la simple température n'ont pas bien compris la méthode. L'invention de la cryothérapie, c'est de refroidir l'hypoderme plus que le derme. Quand vous êtes autour de 3 degrés, donc très proche de 0 degré, vous risquez de créer des engelures ou des gelures au niveau de la peau. L'invention de la cryothérapie, c'est d'arriver à refroidir plus l'hypoderme. Donc, on évite la gelure, c'est ça l'idée. Sinon, vous posez un pack de glace, vous aurez le même résultat. Donc, la cryothérapie, c'est une méthode qui marche et qui a été démontrée sur le fait que lorsqu'on refroidit les adipocytes dans l'hypoderme autour de 3 degrés, vous allez créer un choc thermique. Le froid et puis le chaud, ça crée un choc thermique et ça emmène environ 15 à 20% des adipocytes qui sont dans ce brûlé qui est traité, ça les emmène, on appelle ça l'apoptose, en mort programmée cellulaire. Donc une partie des adipocytes, mais une petite partie seulement, va rentrer en apoptose et vous allez libérer le gras qui est à l'intérieur. Ça ne détruit pas le gras, ça le libère. Donc c'est une méthode de mobilisation. Il faudra ensuite le brûler. Le gras ne disparaît pas par miracle dans les urines, enfin, partout on a pu entendre les petites bêtises, ce n'est pas comme ça que ça se passe. La seule façon de faire disparaître le gras définitivement, c'est qu'il soit métabolisé, c'est-à-dire brûlé, qu'il soit décomposé, digéré pour faire ou bien de la structure dans les membranes des cellules, ou bien des calories. Mais s'il est simplement mobilisé, qu'on ne fasse rien après, il va se redéposer ailleurs. Donc le principe, c'est le choc thermique. Avec l'invention de la cryo qui consiste à refroidir l'hypoderme plus que le derme. Sinon, la cryothérapie, ça s'utilise depuis plus de 60 ans et ça n'a jamais percé dans la cellulite. Ce qui a fait l'action dans la cellulite, c'est parce qu'on a inventé une méthode qui permet de refroidir plus ce qui est en dessous que ce qui est dessus. C'est ça l'idée. Donc, c'est une méthode de déstockage, on va dire, en résumé. Utilisez des mots français, dites mobilisation des graisses, comme ça c'est clair, voyez. Rien que le mot déjà qui est utilisé, et puis dites cryothérapie, parce que le mot cryolipolyse n'est pas un bon mot. C'est un mot qui est utilisé. Oui, ça c'est très important. Alors ça c'est une parenthèse importante parce que cryolipolyse, donc ça c'est vraiment un terme médical et une technique qui est réservée aux médecins. Donc pour situer les choses, il y a vraiment des appareils qui sont réservés aux médecins avec. Je ne crois pas que ce soit réservé aux médecins. Pour l'instant, il y a eu un rapport de la HAS qui met en garde parce qu'il y a eu beaucoup d'effets secondaires, beaucoup de brûlures, mais ce n'est pas réservé aux médecins. C'est une méthode où il n'y a pas d'injection, pas de piqûre, pas de rayon X. Tout le monde va pouvoir faire la cryothérapie. C'est juste qu'elle n'a pas été, à mon avis, tout à fait bien utilisée, bien comprise. Donc, la cryothérapie, vous devez comprendre bien que vous devez refroidir l'hypoderme plus que le derme. C'est ça le secret de la cryothérapie. Et donc, vous devez, il y a un protocole qu'il faut définir. On a vu des appareils qui proposaient moins 15 degrés. Ce n'est pas moins 15 degrés, c'est 3 degrés maximum. Il faut revenir sur les publications qui ont été faites. Ensuite, on a fait des protocoles à 1h30. Ce n'est pas 1h30, c'est 3/4 d'heure à 1 heure. Et puis après, il faut remobiliser les graisses derrière, remasser derrière. Il y a un protocole à faire. Et puis évidemment, la cryothérapie, c'est donc une méthode, non pas vraiment de déstockage, de mobilisation des graisses. Il faut faire un protocole global. Si votre patiente a pris un gros petit déjeuner le matin, qu'elle a mangé des tartines avec du gras, du sucre, vous allez mobiliser ces graisses qui ne pourront pas être brûlées. Il faut un protocole qui commence dès le matin au réveil, où la patiente arrive chez vous en demande calorique, qu'elle ne soit pas déjà en surcharge calorique, pour qu'elle puisse brûler ces graisses qui ont été mobilisées. Donc, une séance de cryothérapie, ça se programme à l'avance et on demande à la patiente de venir sans avoir pris en ayant pris un petit déjeuner très léger, un café, un thé, en ayant mangé un minimum, qu'elle soit en demande calorique et qu'en plus, ensuite, elle bouge un peu ensuite, qu'elle rentre chez elle en marchant pour que ces graisses qu'on a mobilisées puissent être brûlées ensuite, brûlées parce qu'on a mobilisé. Et puis, arriver à répondre à la question, combien de graisse je brûle à chaque séance? Tous les appareils qu'on utilise sans répondre à cette question-là, c'est des appareils qui n'ont pas été compris. Vous ne demandez pas un médicament, quand vous avez un médicament pour baisser une glycémie sur le diabète, vous demandez un résultat quantifié de combien va s'améliorer ma glycémie.
Pour un appareil, c'est pareil. Vous devez pouvoir déterminer pour chaque appareil de combien de graisse, combien de grammes de graisse va être mobilisé à chaque séance. Ça prouve qu'on a bien compris l'appareil quand on sait dire ça. Si vous voulez comprendre ça, il y a un petit diapo qui peut vous faire comprendre. Je vois qu'on a déjà quelques questions, mais je vous propose quand même d'avancer un petit peu dans les différentes technologies pour regrouper après les questions de manière à ne pas perdre notre fil. Alors après la cryothérapie, une autre technique aussi voilà, très courante en institut, la radiofréquence. Comment ça fonctionne? Alors la radiofréquence, c'est un onde électromagnétique qui crée un champ et qui ce champ va faire vibrer les molécules d'eau. Donc en fait, pour comprendre bien, c'est exactement comme un four à micro-ondes. C'est le même principe. Vous voyez, j'ai une diapo derrière dessus, je vais vous montrer. Alors, on a changé l'ordre. J'ai mis une diapo dans l'ordre qui avait été prévu, mais du coup, on a changé. Donc, je vais vous passer la diapo différemment. Radiofréquence, c'est là. Voilà. C'est ici. Vous voyez. Donc, la radiofréquence est une onde électromagnétique. Vous voyez. Donc, on est situé dans une onde qui correspond à peu près au micro-ondes. C'est à peu près la même chose. Hein. Et donc, vous savez que la molécule d'eau est un dipôle avec des molécules d'hydrogène et d'oxygène. C'est un dipôle. Et quand vous faites un champ magnétique dessus, vous créez une vibration. Les molécules d'eau vont vibrer. C'est pour ça que ça ne marche que là où il y a de l'eau. Et donc, ce sont les vibrations des molécules d'eau qui vont petit à petit échauffer la matière qui va être traitée. Donc, c'est un moyen de chauffer. Tant que je suis sur les diapos, j'en profite pour vous dire sur la diapo précédente, parce que j'ai prévu de vous montrer ça. Voilà, vous voyez, quand vous faites de la cryolipolyse, il faut que vous utilisiez, que vous sachiez quelle quantité d'énergie vous allez mettre pour un volume déterminé. Si vous traitez un volume de gras, par exemple, vous prenez un petit bourrelet qui ferait 13 cm de longueur, à peu près le diamètre de votre sonde, 25 mm de profondeur et 4 cm de largeur, vous avez un volume global de 130 cm3. Vous allez avoir besoin de 460 joules d'énergie pour traiter ça en cryothérapie. Si votre bourrelet est beaucoup plus gros, 17 cm sur 6 cm sur 38 mètres de profondeur, vous avez besoin de 387 cm3. N'oubliez pas que ce sont des cubes, donc du coup, ça fait beaucoup, beaucoup plus d'énergie. Donc, ce qui fait que la cryothérapie a pu décevoir aujourd'hui, c'est qu'elle est faite, je dirais, presque au pifomètre, sans avoir été compris. C'est comme le laser ou la radiofréquence. Vous devez calculer une énergie que vous délivrez par rapport à un volume traité. Vous voyez. Donc, ça vous permet de comprendre ça. Donc, vous devez faire ce qu'on appellerait, vous voyez, vous allez obtenir avec la cryothérapie une cristallisation des triglycérides. Vous voyez, si je me mets comme ça, je vais peut-être l'avoir. D'où l'important d'être bien formé, encore une fois. Vous cristallisez les graisses cutanées, vous voyez. Voilà. Donc, on obtient l'apoptose. L'apoptose a été vérifiée, hein, donc on l'obtient réellement, vous voyez. Et donc, la question, c'est sur la radiofréquence. Radiofréquence, là, on est sur le collagène, radiofréquence. Voilà, donc on est sur le collagène, vous voyez. Donc, la radiofréquence a une action sur le relâchement cutané. L'action sur le gras est très modeste. Alors, je sais que les appareils communiquent aussi sur le gras, c'est normal pour être mieux vendu, mais vous serez déçu sur le gras. La radiofréquence est une technique qui chauffe la peau, et on sait qu'autour de 41-42 degrés, au niveau des fibroblastes, le fibroblast va produire davantage de collagène. Donc, on agit sur le relâchement cutané. C'est comme ça qu'il faut voir la radiofréquence. Relâchement cutané qui est quand même très important parce qu'en réalité, quand on a l'habitude de voir arriver des clientes minceurs en institut, on se rend compte que la demande de la cliente va au-delà de juste perdre des volumes. C'est vrai que la question du relâchement se pose, et notamment dès qu'on a des femmes au-delà de 35 ans, où la perte de volume risque d'entraîner un relâchement et finalement un mauvais résultat au niveau de la silhouette. En fait, c'est à vous, en tant qu'esthéticienne, vous avez raison, car chaque cliente, chaque patiente aura une demande différente. Donc, c'est à vous de bien cibler. Le relâchement cutané, c'est différent de la cellulite, c'est pas pareil. La cellulite, c'est une augmentation d'épaisseur de l'hypoderme. C'est les adipocytes qui sont ou trop gros ou trop nombreux. Il y a plus d'hypoderme, c'est du volume, c'est du bourrelet. Le relâchement cutané, on peut très bien avoir de relâchement cutané sur quelqu'un de très mince, ou qui n'a même pas maigri, qui a toujours été mince et qui a quand même du relâchement cutané. Le relâchement cutané, c'est une histoire de collagène et d'élastine, donc il faut agir sur le collagène et l'élastine. La cellulite, la silhouette, c'est un problème de bourrelet, c'est un problème d'adipocytes, de gras. Ce sont deux problèmes qui peuvent cohabiter, mais qui peuvent aussi être séparés. Vous allez plutôt faire de la radiofréquence sur le relâchement cutané, et vous ferez plutôt de la cavitation et la cryo sur le gras. Donc, vous devez au départ distinguer le type de cellulite. Avez-vous une cellulite qui est plutôt adipeuse, plutôt avec rétention d'eau, plutôt fibreuse? Vous devez voir, et vous devez voir la demande de votre patiente. Certaines patientes, vous pouvez très bien développer une spécialité dans votre institut uniquement sur le relâchement cutané. C'est un domaine sur lequel les esthéticiens n'est pas très bien formés là-dessus. Donc, demain, une esthéticienne… Pourtant, c'est essentiel, hein, parce que pour beaucoup de femmes, ça fait partie de la problématique. Enfin, la minceur est une problématique globale en réalité. Et quand on les voit arriver, elles ont… Ce qu'elles veulent, elles ont une silhouette en tête, elles ont l'idée d'être décomplexées par rapport à certaines. C'est pas qu'une question de poids, c'est pas qu'une question de volume, c'est une question de réharmonisation globale du corps. Et c'est vrai que la réponse n'est pas aussi simple qu'elle paraît. C'est pas juste
faire disparaître un bourrelet d'un coup de baguette magique. C'est vraiment… Et c'est vrai que ce que vous dites, ça fait écho à du vécu, c'est-à-dire qu'il faut vraiment prendre le temps, je pense, d'écouter les clientes quand elles viennent, de comprendre vraiment quelle est leur problématique, de prendre le temps aussi de faire un diagnostic de peau, d'imaginer, de se projeter après la cure, parce que si on se contente d'agir sur un bourrelet, une cliente n'est pas un bourrelet en fin de compte. Vous avez raison, Carole. Donc, de dire ça, quand je vous entends dire que l'amincissement, c'est un problème global, moi, dans ma tête, ça résonne en disant global, pour l'amincissement, ça ne veut pas dire qu'il faut tenir compte de relations cutanées en même temps. Ce sont deux problèmes totalement différents qui peuvent cohabiter, mais il faut bien les séparer. L'amincissement, c'est un problème global, ça veut dire qu'il faut tenir compte de la nutrition, donc de l'alimentation, il faut agir à ce niveau-là, malheureusement. Si vous faites des méthodes d'amincissement et vous continuez à manger des quiches, des pizzas ou des babas au rhum, vous aurez un résultat pas terrible. Donc il faut absolument agir sur le côté alimentaire et sur le côté musculaire. Ce qu'on vous demande en institut, c'est en plus d'avoir une méthode qui permet de mobiliser ces graisses. Vous devez les mobiliser. Vous les mobilisez par les méthodes que les ingénieurs vous mettent à disposition avec les appareils, et c'est à vous après d'avoir des notions de nutrition et d'exercice physique pour arriver à les brûler et à surtout éviter d'avoir un bilan énergétique négatif. Tant que vous allez réarmer, c'est exactement comme si un dentiste vous disait, je vous ai traité votre carie dentaire, vous pouvez manger tout ce que vous voulez, et puis ne pas vous brosser les dents, ça n'a pas d'intérêt. C'est dommage. Si vous faites ça, vous allez forcément revenir voir le dentiste dans pas longtemps avec à nouveau des caries. C'est pareil. Donc moi j'entends global dans le sens où il faut agir sur le gras localement par une méthode de mobilisation, mais il faut quand même avoir un protocole alimentaire et musculaire, et vous devez profiter du moment où vous êtes avec elle en cabine pour faire votre soin, pour parler du côté alimentaire. Alors, on va un petit peu avancer. La technologie suivante dont je voulais vous parler, c'était les infrarouges et l'électrostimulation. Alors, infrarouge, tout ce qui est… Alors, on met ça dans un chapitre global qui s'appelle la photobiostimulation. C'est-à-dire qu'on sait que des photons, donc qui sont émis par… Donc c'est de la lumière. Photon, c'est de la lumière. Voilà. La lumière, donc on a la lumière, on va un petit peu au-delà, il y a les ultraviolets d'un côté et les infrarouges de l'autre. Donc les infrarouges, c'est avant le rouge, dans le spectre de la lumière. Hein. La lumière, il y a toutes les couleurs du spectre, rouge, bleu, vert, jaune. Et vous avez donc avant les infrarouges, avant le rouge, et après le violet, vous avez l'ultraviolet. Donc cette lumière, donc on appelle ça de la photobiostimulation, ça veut dire que une lumière, une longueur d'onde donnée, et c'est le cas des infrarouges, et c'est le cas aussi de la lumière rouge, la lumière jaune, ces lumières et ces infrarouges, donc les lumières, on les a par des LED, des diodes électroluminescentes. Un LED, ça veut dire Light Emitted Diode, donc diode électroluminescente. Donc que ce soit des LED ou que ce soit des infrarouges, vous allez avoir un effet de stimulation du fibroblaste. Le fibroblaste a dans sa cellule, il a des petites particules qu'on appelle les mitochondries, qui contiennent un cytochrome, c'est une substance active, et ce cytochrome est sensible, il est photosensible, il est sensible à la lumière, à certaines longueurs d'onde seulement. Il est sensible à l'infrarouge, à la couleur rouge, qui est entre 500 et 600 nanomètres, et à la couleur jaune. Lorsque vous envoyez ces photons-là, vous allez stimuler le fibroblaste qui va produire davantage de collagène. Vous allez agir sur le relâchement cutané. Les infrarouges et les LED rouges et jaunes agissent surtout au niveau du collagène sur le fibroblaste. C'est démontré in vitro dans les laboratoires. Le problème, c'est que la stimulation se fait sur longtemps. Ça se fait sur 3 mois, 6 mois, 8 mois. Donc, il faut avoir une bonne conviction de ces appareils-là pour avoir la patience. Quand on fait du Botox, maintenant, on est tellement habitué à avoir des résultats rapides qu'on n'a pas toujours la patience. Donc, il faut que l'esthéticienne qui fasse de l'infrarouge ou des LED sache l'expliquer pour dire que la stimulation du collagène est réelle, elle est bien démontrée, mais elle est sur du long terme. Alors après, on va passer une technique que j'aime beaucoup, moi personnellement, parce que c'est une de celles avec lesquelles j'ai eu les meilleurs résultats en institut, c'est la cavitation, la lipocavitation. Je dirais, Carole, c'est parce que c'est la méthode que vous avez dû le mieux comprendre, parce que vous auriez eu des résultats tout aussi bons, à mon avis, en créer autre chose. On utilise bien que ce qu'on maîtrise bien. Hein. Je reprends l'exemple de la musique. Quelqu'un qui adore le piano ne sera peut-être pas forcément très bon violon. Donc, pour la cavitation, vous avez raison, ça marche, effectivement, mais ça ne marche pas non plus 10 fois mieux que la cryo. Je vais montrer comment ça marche. Vous avez une diapo ici qui vous explique. Voilà, cavitation, c'est ça. Hein. Donc, vous allez, en fait, voilà, vous avez envoyé une onde ultrasonore. Une onde ultrasonore, je ne sais pas si on arrive à la voir. J'aurais dû bloquer ma caméra parce que, effectivement, la suivante, la façon dont je bouge, voilà. Donc, vous voyez, vous allez envoyer une onde ultrasonore qui va créer une cavité. Donc, vous créez une cavité, cette onde a un effet mécanique, et elle va créer une cavité en se propageant dans le tissu graisseux, dans l'hypoderme. Vous voyez, et à un moment donné, la cavité devient assez importante et la petite onde qui a créé une cavité dans l'eau éclate. Et c'est l'éclatement qui va créer une cavité dans le tissu. Donc, ça, c'est la théorie. La pratique est vraie. Là, on a fait une image avec
de la graisse de porc. Vous voyez que, imaginez, c'est une graisse de porc qui est coupée comme ça, dans ce sens-là. Donc, on a posé la sonde dessus. Vous voyez, donc ça c'était avant et après. Vous voyez que vous créez avec la sonde de cavitation des vraies petites cavités. Donc, à la question, est-ce que ça marche? Oui, ça marche. On fait des vraies cavités. Vous voyez, des vraies cavités qui sont des cavités sous la sonde, dans l'hypoderme. Simplement, ces cavités ne sont pas très grandes. Elles font 1,5 à 2 mm de diamètre. Donc, on ne va pas mobiliser beaucoup de graisse. On mobilise la graisse de façon certaine. On va mobiliser 20-25 grammes de graisse. Mais 20-25 grammes pour quelqu'un qui a 1 litre de graisse à perdre dans chaque cuisse, ça ne fera pas beaucoup. Il faudra qu'elle prévoie beaucoup de séances. Voyez. Donc, à la question, est-ce que ça marche? Oui, ça marche. Deuxièmement, ça, par contre, ça enlève un peu de gras. Comme la cryo. La cryo, on enlève 15 à 25% du bourrelet. Pas tout le bourrelet. Donc, on va faire plusieurs séances aussi. Voyez. Mais donc, l'efficacité est réelle. Voyez. Et puis, alors, vous voyez, on avait fait un essai en cabinet. On avait fait un essai avec de la graisse de porc. Voyez. On avait posé une sonde. D'ailleurs, c'était la sonde de Buglamour à l'époque qu'on avait utilisée. Et on avait posé la sonde sur de la graisse de porc. Vous voyez qu'on arrive à la fragmenter. La graisse est littéralement fragmentée. Donc, c'est quelque chose de très puissant. La cavitation marche. Tout le problème, c'est de savoir l'utiliser, d'avoir un bon protocole et de le faire. Il faut aussi qu'il y ait assez de gras. Il faut qu'il y ait un minimum de entre 15 et 25 mm de graisse. S'il n'y a pas assez de gras, votre onde de cavitation sera dans le muscle. Elle ne sera pas là où il faut. Vous n'aurez pas d'effet visible. Donc, quand on utilise bien la cavitation, comme la cryo, comme les ondes de choc, comme la lumière, ça marche. C'est une question d'utilisation. Et justement, là, vous parlez des ondes de choc, ça me permet de rebondir puisque ça fait partie aussi de ces nouvelles techniques. Peut-être les diapos, mais je trouve que les diapos, ça fait comprendre quand même vachement bien. Je suis un petit peu embêtant avec ça, mais franchement, les diapos, sinon, ce qu'on dit verbalement, ça ne percute pas beaucoup. Alors, les ondes de choc, c'est ça. Les ondes de choc, alors il y a différents appareils. C'est un appareil qui est en longueur, mais vous avez aussi des appareils qui sont plus en épaisseur. Vous avez une petite bille ici qui va faire 20 allers-retours par minute. Donc, on dit que c'est 20 Hertz. Et donc, vous allez avoir une petite bille de choc qui va percuter. Donc, vous allez poser la sonde sur la peau, vous voyez, vous la posez sur la peau. Voilà, on la pose sur la peau, et là, vous allez entendre tac, 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 tac. Ça correspond à la petite bille qui fait des allers-retours et qui vient percuter la peau et la graisse. Voyez. Donc, quand vous faites ça, vous allez avoir cette onde de choc a une action surtout sur les fibroblastes, sur la fibrose. C'est utilisé de longue date, c'est plus de 30 ans qu'on utilise les ondes de choc, plus de 30 ans qu'on les utilise pour antilésiothérapie, on utilise ça pour les tendinites. Voyez. Et là, maintenant, si vous êtes dans le salon des kinés, le salon des kinés qui a lieu chaque année au mois d'octobre, vous avez maintenant à peu près 8 ou 10 stands sur les ondes de choc parce qu'ils ont proposé ça maintenant en cellulite, surtout pour la cellulite fibreuse. Donc, c'est un moyen de défibroser. Pour prendre une image qu'on peut facilement comprendre, imaginez un peu nos grands-mères, quand elles avaient une viande un petit peu dure, elles tapaient dessus pour l'assouplir. C'est un peu le même principe, voyez. Les petits chocs comme ça vont entraîner un assouplissement progressif de cette graisse quand elle est compactée par la fibrose. Cette fibrose, elle nous gêne. Quand on va faire de la cryo ou de la cavitation, la fibrose gêne. Donc, c'est bien de faire un protocole qui fait faire de l'onde de choc d'abord pour assouplir et ensuite, vous allez faire votre cryo, votre cavitation avec plus d'efficacité. Donc, c'est une technique vraiment à utiliser en complément d'autres. Ou sur une cicatrice, quand on n'a que la fibrose. Vous avez une cicatrice, vous voyez, imaginez pour ceux qui ont été opérés de l'appendicite, pendant les quelques semaines qui suivent, la cicatrice est très dure, elle est fibreuse. Oui. Et donc, vous pouvez laisser les choses se faire, c'est petit à petit, la fibrose va disparaître, ça va s'assouplir. Mais si vous voulez gagner du temps, vous utilisez l'onde de choc, ça pourrait assouplir la cicatrice plus rapidement. Vous pouvez aussi faire ça comme ça. Donc, tout ce qui est fibrose, on utilise l'onde de choc aussi chez les sportifs de niveau. Quand il y a des lésions qui entraînent des fibroses musculaires ou tendineuses, on utilise l'onde de choc. Donc, c'est quelque chose qui défibrose. Donc, si je résume, puisqu'on a fait un petit tour, un petit panorama de un petit peu tout ce qui existe aujourd'hui, on a des techniques qui vont plutôt agir sur les fibroblastes, d'autres qui vont plutôt agir sur l'eau, la présence d'eau, et d'autres adipocytes, c'est ça. D'autres qui vont utiliser la lumière. Donc, on a quand même un panorama assez complet. En quoi elles sont complémentaires? Qu'est-ce qui est intéressant d'associer, par exemple, et en fonction de quelles indications? Il faudra que vous déterminiez au départ ce que vous allez traiter. Donc, si on est toujours dans le bourrelet, dans la cellulite, il y a différents types de cellulite. Il y a des cellulites fibreuses, des cellulites avec rétention d'eau, des cellulites adipeuses. Lorsque vous avez une cellulite adipeuse, ce sont des méthodes qui vont agir sur le gras, donc surtout la cryo et la cavitation. Lorsque vous avez une cellulite avec rétention d'eau, faites d'abord du drainage. Donc, vous utilisez le palpérolé dont on a parlé tout à l'heure, ou notre méthode de drainage. Il y a aussi des appareils qui drainent. Donc, vous avez deux appareils qui sont très connus qui drainent. Il y en a un en ce moment là, qui est un appareil qui ressemble beaucoup à celui qu'on utilise depuis plus de 20 ans, mais qui en plus vibre en même temps. Donc, ça s'utilise toujours pour ça. Mais quand ils vous disent ça enlève toute la cellulite, là, ils vont trop loin. Ça draine la rétention d'eau, ça n'enlève pas toute la cellulite. Et puis, vous allez utiliser la radiofréquence et la lumière lorsqu'il y a du relâchement cutané, parce qu'on sait que ça stimule le fibroblast et ça produit davantage de collagène. Donc, le collagène, alors, on peut le stimuler par la chaleur. Je propose qu'on fasse une petite pause et que Chloé nous fasse remonter peut-être les premières questions.
Oui, bien sûr. Donc, je vais reprendre déjà les différentes questions et puis on va d'y répondre. Donc, soit M. Rambert, soit Philippe Blanche-Maison en fonction. Donc, la première question déjà, c'était est-ce qu'une presso est aussi efficace que le palpé roulé? Donc, c'est de Madame Godard. Puis-je répondre? Oui, allez-y. Alors, la pressothérapie, c'est utilisé ici depuis très longtemps. C'est très utilisé chez nous, les médecins, parce que, je veux dire, la raison principale, c'est que c'est remboursé. Comme le drainage lymphatique. Pressothérapie et drainage lymphatique, il y a une cotation pour les kinés, et lorsqu'on le prescrit dans le cadre du lymphœdème, donc de la rétention d'eau d'origine lymphatique, le lymphœdème, c'est une pathologie, eh bien, on a un remboursement. Alors, par rapport à un très bon drainage manuel, je ne vous cache pas que je pense qu'un très bon drainage lymphatique manuel est toujours supérieur, c'est ce qu'il y a de mieux. Maintenant, comme tout le monde n'est pas formé pour ça, la pressothérapie est quand même validée. Maintenant, il y a beaucoup d'appareils, seuls certains appareils ont une action réelle. Tout à l'heure, dans la réglementation, on parlera du CE médical. Aujourd'hui, dans les appareils de pressothérapie, 2 seulement sur une quarantaine d'appareils du marché ont le CE médical. Ça veut dire que ce sont des appareils qui ont un double gradient de pression. Le problème de la pressothérapie avec un appareil, c'est que quand on fait une pression sur quelque chose de rond, donc il y a un rayon de courbure, hein, et qui n'est pas le même. Vous voyez, la pressothérapie doit appuyer différemment sur la cuisse, sur le mollet ou sur la cheville, parce que le rayon de courbure change. Il y a une loi qu'on apprend en seconde au lycée qui s'appelle la loi de Laplace. La pression sur une surface dépend de son rayon de courbure. Donc, si vous n'adaptez pas ça, si l'appareil ne tient pas compte de ça, c'est un appareil, nous on appelle ça en médecine, un appareil pouce-œdème. Il va vous décevoir. Vous allez voir que la personne vous dira, bon, ça me fait du bien sur le coup, mais dès que je sors de chez vous, ça regonfle à nouveau, ça ne dure pas, ça n'a aucun intérêt. Elle a parfaitement raison. Donc, la pressothérapie, c'est une bonne méthode à condition d'avoir un bon appareillage et là aussi un bon protocole. Il faut commencer par drainer les ganglions à la source avant de mettre l'appareil en place. Mais sinon, c'est un très bon drainage manuel, un très bon drainage lymphatique manuel est une excellente technique aussi. Si l'esthéticienne le fait, elle ne peut pas avoir le remboursement, mais c'est dépendant de la main. Donc, si elle a une bonne technique, elle le fait très bien, elle pourra le faire tout aussi bien, même peut-être mieux qu'un kinésithérapeute. Le drainage, c'est dépendant de la main de la personne, de sa technique. Est-ce que j'ai bien répondu? Merci pour votre réponse. Donc, en 2-3 mots, qu'est-ce qu'on peut dire sur les températures appareils autorisés en institut? Les températures en froid ou en chaud? Les deux. Les deux. Alors, si vous prenez le chaud, la radiofréquence, voilà. Le problème, c'est qu'il ne faut pas vous monter trop fort. Dès que vous dépassez 50 degrés, vous allez faire fondre vos membranes. Toutes les membranes de vos cellules, adipocytes, fibroblastes ou même les kératinocytes de la peau, sont toutes faites de lipides. Donc, au-delà de 50 degrés, vous allez abîmer vos membranes. Donc, il faut que ça chauffe moins. La radiofréquence a démontré une efficacité entre 41 et 42 degrés. Donc, ça chauffe un peu plus quand même qu'un bain chaud, sans que ça soit un bain très chaud. Le corps humain, c'est ce qu'il supporte au maximum. Même quand vous avez de la température. La température, chez 40 degrés, on la supporte bien. 41, on est à un état dangereux. Et en 42, 43, on peut rentrer en état létal. Donc, la radiofréquence, il ne faut pas que ça dépasse 41-42 degrés. C'est une température suffisante pour stimuler le fibroblast et produire du collagène. Quand on fait du lipolaser, du laser qui est chirurgical qu'on introduit dans la cellulite, là on atteint des températures de 55-60 degrés. Donc là on cherche à faire fondre le gras, on détruit la graisse, on fait fondre le gras. Voyez, alors qu'en radiofréquence, on cherche simplement à stimuler. Donc c'est une température de chauffage. Pour la cryo, toutes les publications ont été faites avec une température de 3 degrés, entre 0 et 3 degrés. Et c'est vrai que du coup, il y a une inflation. Ça a été démontré efficace et c'est suffisant. Quand vous faites ça, vous avez une action réelle sans avoir de risque au niveau de la peau. Du coup, il y a une surenchère. Certains commerciaux ont dit, bon, puisque 3 degrés, ça marche. Nous, on est meilleurs que ceux qui font 3 degrés. Nous, on fait moins 10 degrés. On a même vu moins 15 degrés. C'est là qu'on a des accidents. Hein. N'oubliez pas que l'intention de la cryo, c'est d'arriver à refroidir le gras sans refroidir trop la peau. C'est ça l'invention. Sinon, vous avez la même chose avec un pack de glace. Il n'y a pas d'invention sinon. Hein. Le froid sur la peau, on l'utilise depuis des années. Donc, il faut avoir une température de l'ordre de 3 degrés. 3 degrés, c'est très bien. Quand vous passez 3 degrés, ça va se réchauffer ensuite, vous créez un choc thermique largement suffisant. Toutes les publications, il y a 9 publications sur les quarantaines faites, il y en a 9 qui ont créé la validation auprès de la HAS en France et auprès de la FDA aux États-Unis. Ça a été fait pour 3 degrés. Donc, il faut que ce soit des protocoles pas trop longs, 3 quarts d'heure, 45 minutes à 1 heure, pas plus, et pas plus de 3 degrés. Pardon. Est-ce qu'on a d'autres questions, Chloé? Oui, on en a pas mal. Donc, on va essayer d'y répondre assez court. Par contre, donc, on me demande pour la cryo, qu'est-ce qu'il faut choisir? Est-ce qu'il faut plus au niveau des plaques? Il faut plus au niveau d'une sonde? Qu'est-ce qu'il faut choisir vraiment? C'est vrai qu'on a deux technologies qui s'opposent, oui. Si vous êtes dans la cryolipolyse,
il n'y a pas de plaque. Ce sont que les aspirations. Parce que pour obtenir l'invention, j'ai un schéma pour ça, mais je n'ai pas mis la diapo là. Imaginez votre sonde, elle est verticale comme ça, voyez, vous aspirez le bourrelet. Donc, l'invention, c'est d'arriver, il faut qu'il y ait un contact avec les deux côtés de la sonde. Il faut que le bourrelet tombe en contact des deux côtés. Et c'est ça qui permet d'avoir un refroidissement. C'est en fait un froid focalisé. C'est un peu comme les ultrasons, c'est focalisé, voyez. On arrive à focaliser le froid davantage sur l'hypoderme que sur le derme. Quand vous posez une plaque, il y a une technicité différente, vous pouvez avoir un résultat aussi. Mais du coup, vous n'avez pas, on ne peut pas utiliser le mot cryolipolyse, voyez, c'est plutôt une cryothérapie. Vous allez utiliser une plaque, c'est un peu comme un pack de glace à ce moment-là. Bon. Après, les paramètres qu'ont fait les ingénieurs font qu'ils obtiennent un compromis qui quand même arrive à réfrigérer l'hypoderme sans trop prendre de risque pour le derme. Tout le problème, c'est ça, c'est d'arriver à réfrigérer en dessous. Vous n'avez pas intérêt à refroidir la peau, il faut refroidir l'hypoderme, c'est ça le problème. Donc, la plaque est utilisable, elle est quand même moins efficace que la sonde qui aspire. Mais la sonde qui aspire a entraîné des tas de soucis. Par exemple, certains médecins n'avaient pas compris qu'il faut que ça aspire bien, il faut que le bourrelet rentre bien dans la sonde. Parfois, ça faisait juste une petite aspiration comme ça, mais il n'y avait pas de contact. Voyez. Il faut absolument que le bourrelet soit très souple, que vous le preniez à la main, qu'il vienne bien, il faut qu'il rentre bien dans la sonde. Voyez. Les constructeurs qui se sont rendus compte de ça, maintenant on fait des sondes qui sont transparentes. Avant, avec les sondes opaques, on ne voyait pas si c'était dedans ou pas. Il faut absolument qu'il y ait un contact du bourrelet avec les côtés de la sonde. Sinon, vous ferez une espèce de succion, un suçon local, mais vous n'aurez pas d'effet de lipolyse. Donc, on peut faire la cryolipolyse. Alors, quand on fait des sondes avec des plaques, on ne peut pas appeler ça la cryolipolyse, c'est la cryothérapie. Et après, c'est l'invention de l'ingénieur d'avoir réussi à trouver un compromis acceptable pour arriver à refroidir l'hypoderme suffisamment sans trop abîmer le derme. Mais on n'est pas dans la cryolipolyse qui a fait le tabac. La cryothérapie comme ça, on l'a déjà depuis 40 ans, ce n'est pas une invention. Mais c'est quand même efficace, c'est intéressant. Après, je ferai juste une petite parenthèse. Vous m'entendez ? On t'écoute. Ah, d'accord. Oui, je ferai juste une petite parenthèse par rapport à cette question. Après, effectivement, Carole, il y a aussi le phénomène, parce qu'il faut rester aussi dans le milieu de l'esthétique. Et M. Blanche-Maison, donc c'est vrai qu'elle a beaucoup la vocation médicale, mais l'esthéticienne, à la base aussi, la question se pose, c'est de savoir effectivement, est-ce que des plaques où l'aspiration est mieux, mais aussi, il ne faut pas oublier qu'il y a des sondes que l'on propose qui ont une vocation plutôt pour utilisatrices des esthéticiennes, est une sonde en mouvement et qu'on va combiner effectivement avec des ultrasons et qu'on va créer donc ce fameux choc thermique. Et cette sonde est limitée à une température de -5 qui est en sous-cutané, on est à peu près à 0 degré, comme évoquait le docteur Blanche-Maison. Et ça, il y a le côté aussi intéressant en matière de aussi manipulation. Donc, il y a un côté esthétique par rapport à ça. Bon, c'était une petite parenthèse. Pour revenir sur ce qu'il dit, a parfaitement raison. C'est vrai que du coup, comme on n'est pas vraiment en cryolipolyse, l'invention de Lugamour, c'est d'avoir associé ultrasons avec le froid, ce qui est une très bonne idée. Maintenant, vous allez bouger la sonde. Donc, en bougeant la sonde, évidemment, vous ne risquez pas de brûler, parce que vous allez bouger la sonde très rapidement, mais du coup, vous ne pouvez pas faire le fameux cryoscore. Il faut que vous puissiez donner une énergie pour un volume traité. Voyez. Donc là, on arrive à avoir un résultat quand même, parce qu'on a associé deux méthodes. En fait, le cryoson est bon, il est efficace parce qu'il y a ultrasons. Ce qui marche mieux d'ailleurs là-dedans, c'est les ultrasons. Le fait de refroidir sur le froid, c'est quand même bien. On n'a pas la vraie cryolipolyse. On aurait pu très bien, mais moi je pense qu'une machine d'esthétique pour les esthéticiennes peut parfaitement être faite avec une sonde qui aspire. C'était un choix. Il n'est pas impossible qu'un jour les ingénieurs de Glamour sortent pour les esthéticiennes une sonde qui fasse une vraie cryolipolyse. La cryolipolyse est une méthode pour les esthéticiennes. S'il y a des accidents, les esthéticiennes ne savent pas répondre aux accidents parce qu'elles n'ont pas compris comment ça marchait, mais rassurez-vous, les 3/4 des médecins n'ont pas compris non plus. Le gros rapport de la HS qui est sorti il y a 2 ans maintenant et qui fait état de beaucoup de complications sur la cryolipolyse est surtout lié à des accidents faits par des médecins, à des médecins qui ont fait des séances à -15 degrés pendant 1h30 avec des appareils non validés. Aujourd'hui, il y a peut-être une 50aine d'appareils de cryo, il y en a 3 seulement 3 qui ont le marquage CE médical. Seulement 3. Donc, on ne devrait pas sortir de là. Soit tout le monde a le CE médical, soit on prend les 3 qui marchent. Mais c'est vrai que si on n'est pas dans ce cadre-là, il vaut mieux être prudent et faire de la cryo avec des appareils qui associent d'autres choses. C'est pas mal. En tout cas, celui de Glamour est un bon appareil, c'est vrai, parce que les ultrasons sont très efficaces. Glamour est un des premiers à avoir fait de la cavitation de très bonne qualité. Donc, en ultrasons focalisés, ils sont top. C'est vrai c'est un sujet qu'on n'a pas abordé, mais alors, justement, contrairement aux robots de cuisine qui, quand ils font tout, des fois font tout mal, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que d'associer des techniques, d'associer 2 techniques différentes en esthétique, ça permet sur certains appareils, parce que c'est vrai que les esthéticiennes peuvent être perdues et se dire,
Est-ce que finalement c'est utile? Est-ce que c'est un gadget? Ils sont totalement perdus, hein, ça je vous le garantis. Hein. J'ai fait déjà pas mal de conférences autrefois à Nouvelle Esthétique, elles sont très perdues. Dans les machines, elles sont vraiment perdues. Mais vous avez raison, car j'aime beaucoup vos expressions quand vous dites qu'une machine qui fait tout, elle ne fait rien très bien. Je dis exactement le même discours que vous. Quand je fais mes cours à la fac sur le laser, j'ai pareil. Vous avez le choix entre le laser et la lampe flash, ce qu'on appelle la lumière pulsée, la lampe flash. Eh bien, une lampe flash fait beaucoup de choses. Elle fait le collagène, elle fait aussi le rouge, donc la coupe rose et rose, elle fait aussi les taches brunes. Mais elle ne fait rien très bien. Voyez, il vaut mieux avoir un laser pour le vasculaire, un laser pour le pigmentaire ou le détatouage et un laser pour l'épilation, des lasers séparés. C'est mieux comme ça. Chaque laser a une longueur d'onde qui est fixe, donc il ne fait qu'une seule tâche, mais il a fait mieux. Moi, je suis d'accord avec vous, je préfère ça. Ça me rappelle l'histoire des magnétoscopes. À l'époque, on avait des caméscopes, non, des magnétoscopes couplés avec la télévision. C'était mieux d'avoir les deux séparés. Comme ça, quand il y avait une machine qui tombait en panne, on n'était pas privé des deux en même temps. Il y en avait une qui partait à la réparation, vous gardiez l'autre. Oui, c'est vrai. Après, dans un institut, il y a aussi des contraintes économiques. Et en fait, ce que je vois d'intéressant quand même, par exemple, dans ce que vous évoquiez avant, c'est qu'en ayant un appareil qui fait deux choses, si on arrive à les faire bien, donc là, vous aviez l'air de parler de l'appareil de Bioglamour qui avait combiné les ultrasons avec la cryo, ça permet peut-être d'augmenter le spectre des clientes qu'on peut traiter, du coup, avec plus d'applications. Ils ont pris un très bon choix. Ce sont des gens parfaitement honnêtes, ils ont pris un bon choix. Les ingénieurs de Bioglamour, sachant qu'ils ne faisaient pas vraiment de la cryolipolyse, ont ajouté des ultrasons dans lesquels ils sont vraiment leaders, ils sont les meilleurs. Et donc, mais du coup, on ne peut pas vraiment dire qu'on fait la cryolipolyse. Ils ont été très honnêtes, ils ont appelé ça cryothérapie, donc c'est vrai. Vu comme ça, c'est très très bien. Donc c'est un plus. Mais ils pourraient très bien aussi, et je pense qu'ils le feront un jour, sortir un vrai appareil de cryolipolyse. Ils ont les moyens, ils ont tout ce qu'il faut pour ça, ils pourraient le faire. Là, ce qui bloque un peu, c'est qu'avec le rapport qui n'a pas été très bien compris par tout le monde se dit « Ah, c'est dangereux, on ne peut plus le faire ». Donc, Exactement. Tout le monde le fait, plus personne ne le fait. C'est toujours les extrêmes. Oui, ça, on va en reparler, effectivement. C'est un autre sujet. Développer la compétence. Si on comprend bien, on fait du réglage fin. Quand on a quelque chose qui marche, on est toujours à la frontière de quelque chose qui est un peu dangereux. C'est comme ça aussi pour les médicaments. Si vous faites de l'homéopathie, il n'y a pas de danger, mais ça marche relativement moyennement. Si vous faites un médicament efficace, il y a des dangers avec. C'est pareil pour les machines. Tout ce qui va marcher bien demande une formation et un savoir-faire pour utiliser le mieux possible l'avantage sans avoir trop d'inconvénients. Ou alors, il faut se contenter de… Oui, on a d'autres questions? Oui, on en a plusieurs. On ne va pas pouvoir répondre à tout le monde, mais on le fait juste après et on essaye de répondre au mieux à toutes les clientes. Là, on me demande à qui faire confiance, quel est le bon appareil, quel fournisseur à préférer pour avoir de bons appareils. Alors là, si vous permettez, je vais vous donner un conseil déjà. C'est privilégier un fournisseur qui ne fait pas que vous vendre un appareil. On va en parler tout à l'heure. Ça fait partie des questions que j'avais préparées justement pour Eddy de Bioglamour. Je pense qu'aujourd'hui, et là, tout ce que nous a dit le docteur Blanche Maison va dans ce sens. Quand vous faites de la minceur, vous êtes face à une problématique complexe. Il n'y a pas une seule réponse. Toutes les femmes sont différentes, toutes les femmes, elles ont un âge différent, elles ont une peau avec une qualité différente. Vous avez vraiment toute la panoplie de ce qu'on peut voir qui est déjà complexe. Donc, il n'y a pas un seul appareil, vous l'avez compris là dans tout ce qu'on a vu déjà, il n'y a pas une seule réponse, il n'y a pas qu'un seul appareil. Mais avant tout, ce qui va compter, c'est de bien savoir les utiliser. Je pense que c'est ça que vraiment il faut retenir dans ce que nous a dit le docteur Blanche Maison, c'est qu'il faut savoir bien utiliser nos appareils. Donc déjà, comment sélectionner vos fournisseurs? Un fournisseur qui va savoir vous apporter de la formation. Moi, je dirais que c'est un point crucial. Vous accompagner. Pour reprendre Carole, je dirais aussi, Carole dit un truc très juste, favoriser les fabricants aux simples distributeurs. Un distributeur qui ne fabrique pas ses machines peut très bien changer de carte l'année suivante. Vous n'aurez pas de service après-vente. Il vaut mieux acheter à des gens qui fabriquent. C'est le même discours que je tiens auprès de mes confrères médecins quand ils achètent des lasers. Il y a des simples distributeurs, il y a des fabricants. Il vaut mieux acheter des grandes marques à des fabricants, comme ça vous aurez un suivi. C'est vrai. C'est également vrai. Eddy, qu'est-ce que c'est que doit apporter un fournisseur? Comment on reconnaît un fournisseur sérieux? Déjà, on va dire déjà par la longévité dans le temps. Donc, effectivement, comme vous l'évoquiez tout à l'heure, on existe depuis maintenant plus de 20 ans. On essaye de garder un esprit effectivement de partenaire, parce qu'avant tout, on n'est pas des vendeurs effectivement d'appareillage, mais on est plutôt, c'est l'âme de Bioglamour, c'est qu'on est plutôt à côté de nos clients. On n'estime pas d'ailleurs des clients.
c'est des partenaires, c'est-à-dire qu'on est là pour les accompagner. Alors, on essaye de prendre, on va dire, l'enveloppe globale de l'accompagnement. Ça va de l'installation, de la formation, du matériel publicitaire, de la communication, de la formation, évidemment, qui est menée aussi au quotidien. Parce que, comme vous le disiez, Carole, mettre à disposition des appareils, c'est très bien, mais on a toujours cette problématique de bien savoir les utiliser, comme évoquait le docteur Blanche-Maison. Et ça, c'est indéniable. On a beau avoir des bons outils, si on ne sait pas très bien les utiliser, c'est pas, on a des résultats qui en seront après en conséquence. Donc, on est là aussi pour accompagner donc, en matière de résultats. Donc, et puis après, il y a tout le reste, tout ce qui est aussi réglementation, qu'on parlera tout à l'heure. Voilà, et on a accompagné nos clients jusqu'à la problématique des assurances, parce qu'il y a des appareils qui ne sont pas assurés. C'est extrêmement important parce que vous utilisez des technologies qui sont nouvelles et voilà. C'est vrai que dans les RC Pro, vous savez comment fonctionnent les assurances. Tant qu'il n'y a pas de problème, tout va bien. Le jour où il y en a un, on va aller chercher dans les petites lignes. Et c'est vrai que dès que vous dès que vous utilisez des appareils high-tech, que ce soit pour la minceur, que ce soit pour la dépilation ou certaines techniques visage, c'est très important de vérifier. C'est vrai aussi pour tout ce qui est, par exemple, microblading, etc. C'est vraiment important de bien vérifier votre contrat d'assurance, effectivement. Tout à fait. On a un partenaire, d'ailleurs, à ce niveau-là. Là, je le précise. D'ailleurs, on communique régulièrement aussi auprès de nos partenaires, mais on a un partenaire aussi en matière d'assurance, autant aussi que financier, etc. Mais aussi, juste pour finir la petite parenthèse, en matière d'accompagnement de nos clientes, on essaie aussi notre souci majeur, c'est de trouver donc les technologies, mais aussi les résultats et aussi un prix compétitif adapté à notre domaine. Parce que je ferai juste une petite comparaison avec le docteur Blanche-Maison. C'est-à-dire que voilà, le milieu médical reste le milieu médical, on ne peut pas interférer par rapport à ça. Et nous, on est dans le milieu de l'esthétique et on doit aussi se positionner par rapport à ça. C'est-à-dire que c'est d'avoir les outils performants, des prestations au bout du jour, dans le respect du consommateur en finalité. Parce que ça, il ne faut pas l'oublier, c'est ce qui prime à la fin. Il faut que le client reste satisfait et content des résultats et qu'il en ait pour son argent. Voilà, c'était la petite parenthèse. Alors moi, j'aurais une dernière petite chose à ajouter, c'est à ce sujet-là, et ça va rejoindre ce qu'on disait sur la longévité peut-être des distributeurs. Il ne faut pas oublier qu'un appareil, que ce soit un appareil esthétique ou un appareil ménager, c'est pareil. Un jour ou l'autre, ça tombe en panne, ce qui est normal. Un jour ou l'autre, il a besoin d'être aussi, il peut avoir besoin d'être upgradé. Enfin, il peut y avoir des… Et ce qui est important, je pense, très important dans le choix de vos fournisseurs, c'est d'aller poser des questions sur comment se passe le SAV. Est-ce qu'il y a un SAV derrière? Voilà, parce que ça, le jour où en pleine saison, votre appareil vous lâche et que vous avez des cures en route, ça deviendra votre priorité numéro 1. Et savoir effectivement comment fonctionne le SAV en se disant que c'est normal qu'un appareil, voilà, on est susceptible d'avoir un problème. Il vaut mieux anticiper et avoir un fournisseur fiable qui est en capacité de résoudre votre problème, de vous faire un prêt de matériel ou de vous dépanner assez rapidement si vous êtes embêté. Alors oui, j'apporterai une conclusion dans notre intérêt au nom de BioGlamour. Alors effectivement, là-dessus, c'est notre philosophie majeure, parce que, juste pour rappeler, notre système d'implantation avec le MagicRed nous impose, entre guillemets, d'être, on va dire, lié à nos clients. C'est-à-dire qu'effectivement, quand l'appareil tombe en panne, parce que ça peut arriver, on est à même de pouvoir les dépanner le lendemain, voire sur le lendemain, et en fait, voilà, ils ne sont pas… à court de pouvoir continuer leur prestation, et ça c'est important effectivement. Donc là-dessus, sans aucune prétention. Surtout qu'en général, ça tombe toujours en panne en pleine saison, au moment où on a toutes les cures qui tournent à plein. Des fois ça arrive. C'est jamais au mois de janvier ou au mois de novembre. Chloé, on a d'autres questions? Oui, on en a d'autres. Par exemple, pour répondre… on a plusieurs questions. On parle souvent de basse médecine. Qu'est-ce qu'il faudrait privilégier en cette période des fabricants français ou autres?
parle souvent de quoi? On parle souvent de basse médecine. Faut-il privilégier les fabricants français en cette période de confinement, etc. C'est quoi basse médecine? Je vous pose la question. J'avoue que je ne comprends pas bien non plus. Non, moi non plus. En espagnol, peut-être? On répondra à cette question de façon écrite. On dit que veut dire basse médecine? Je sais pas ce que c'est. Pardon? Basse médecine, je ne sais pas ce que c'est, je ne connais pas ce mot-là. D'accord, très bien. Écoutez, on lui répondra, on essaiera d'échanger pour lui apporter une réponse. Alors, si c'est tout, est-ce qu'on peut passer à la seconde partie, Chloé? Oui, bien sûr. Et puis, on répondra aux futures questions après. Bon. Alors, en seconde partie, on va passer maintenant à la réglementation. Donc, on a voulu faire un volet réglementation aujourd'hui parce qu'on a un changement important dont vous avez entendu très peu parler encore. Alors, en réalité, les choses s'agitent déjà depuis quelques temps chez les fournisseurs, mais c'est vrai qu'au niveau des instituts, on est loin d'avoir encore beaucoup d'informations sur ce qui va nous arriver. Et donc, voilà, c'était important qu'on fasse un petit point, d'une part pour vous expliquer ce qui va se passer, d'autre part pour que vous soyez armés si toutefois vous devez investir cette année ou prochainement, et savoir ce qui va se passer si vous êtes déjà équipés. Donc, cette réglementation, elle s'appelle le MDR. Elle est censée entrer en application le 26 mai. Et donc, si on résume, le MDR, c'est l'idée que certains appareils esthétiques vont devenir des dispositifs médicaux. Alors, concrètement, docteur Blanche-Maison, qu'est-ce que signifie en fait cette réglementation, ce fameux CE médical? Qu'est-ce qui change? Alors, ça fait déjà un petit moment, il y a eu plusieurs rapports déjà dans le passé et faits par la Haute Autorité de Santé. Et en gros, on pourrait résumer en une phrase le reproche principal. C'est qu'il faudrait, le but que cherche à obtenir la HAS, c'est que chaque allégation soit soutenue par une accréditation. Une allégation, c'est une promesse. On va dire qu'un appareil peut obtenir une perte de tour de taille de quelques centimètres ou peut obtenir un drainage. Donc, chaque fois qu'il y a une promesse, une allégation, il faudrait qu'il y ait une accréditation. L'accréditation, c'est un niveau de preuve. Et aujourd'hui, le niveau de preuve qui vaut, ce n'est plus la parole de l'expert, ce n'est plus le témoignage d'une personne, c'est la publication. Donc, il faut qu'il y ait une étude clinique publiée sur un certain nombre de patients qui montre qu'effectivement, on peut bien obtenir les résultats qui sont annoncés. Et ça permet d'avoir un marquage CE médical. Pour avoir un CE médical, il faut avoir une ou deux publications qui donnent un niveau de preuve. Le marquage CE lui-même est déjà intéressant, mais c'est un marquage qui est autoproclamé. Ça donne juste l'indication que votre appareil correspond aux normes européennes, que vous n'allez pas vous électrocuter avec, qu'il n'est pas dangereux. Le CE médical, c'est-à-dire qu'en plus d'avoir le côté CE, il a en plus une allégation qui a été vérifiée par l'accréditation. Et ça fait longtemps. Dans les rapports précédents, déjà, la HAS mettait toujours en exergue, il faut que chaque allégation soit soutenue par l'accréditation. C'est le cas en médecine. Donc finalement, ça va revenir à médicaliser le domaine de l'esthétique, c'est-à-dire qu'il va falloir obtenir un peu plus de niveau de preuve. Ça ne peut faire que c'est plutôt une bonne chose pour les personnes, les professionnels qui vont investir. C'est la garantie que finalement, au-delà du discours du fournisseur, les appareils qu'on va acquérir auront dû prouver, entre guillemets, leur efficacité. Ce n'est pas vraiment une garantie à 100%, ça nous donne simplement un argumentaire. Vous savez, la garantie, même pour les médicaments, vous ne l'avez pas. Les médecins ont réussi à obtenir l'accréditation pour les médicaments qui étaient dangereux. Regardez Mediator, regardez les Omérides, tous ces médicaments ont été retirés, ils avaient quand même une accréditation. Donc, disons que ça permet d'homogénéiser les choses par rapport au monde du soin en général, que ce soit le soin kinésithérapeute, que ce soit le soin médecin, le soin esthéticienne, on sera un peu tous dans le même bateau, on aura l'obligation de faire un niveau de preuve. Ça va juste obliger d'en faire une phase de transition qui va permettre de faire ça, que ce soit accessible pour tout le monde, parce que le problème de ça, c'est que ça va entraîner un surcoût pour les constructeurs qui va trouver un moyen de ne pas le répercuter sur le consommateur, sur les esthéticiennes. C'est le problème. Alors, actuellement, la réglementation, donc, c'est un simple marquage CE électrique. Donc, ça veut dire que
En gros, un appareil esthétique a exactement le même marquage qu'un sèche-cheveux ou un robot de cuisine. Dans tout le domaine de l'esthétique, que ce soit les appareils esthétiques, enfin, les appareils esthétiques qu'on a nous en médecine. Nous, en médecine, on n'est pas obligé d'avoir des appareils qui ont un CE médical. Comme je l'ai dit tout à l'heure, en cryo-lipolyse, vous avez une cinquantaine d'appareils sur le marché, il n'y en a que 3 seulement qui ont le CE médical. Les autres se vendent quand même très bien. Ils arrivent à les vendre en les vendant moins cher, en trouvant d'autres arguments, mais ils les vendent quand même. En laser, c'est pareil. Tous les lasers n'ont pas de CE médical. Mais vous l'avez aussi en cosmétique. Quand vous dites qu'en cosmétique, j'ai travaillé il n'y a pas très longtemps pour une marque de cosmétique très connue, on avait fait un discours laser-like. On disait que cette crème avait un effet laser, que vous allez enlever 80% des rides. C'est absolument marketing, ça c'est pas une réalité. Et c'est pas interdit de faire ça, on peut parfaitement le faire. Il peut y avoir une législation demain pour le cosmétique qui oblige aussi à avoir le niveau de preuve. Aujourd'hui, la seule instance à qui vous avez affaire, c'est la répression des fraudes. Il ne faut pas que vous soyez dans un mensonge trop important. Mais c'est uniquement la répression des fraudes. Il n'y a pas de structure, vous n'êtes pas dans le pénal si à un moment donné vous dites que votre crème ou que votre appareil est surdimensionné. C'est possible. Donc demain, vous serez obligé d'avoir un CE médical, ça veut dire qu'il faudrait que vous ayez au moins un niveau de preuve. Voilà. Aujourd'hui, il y avait, par exemple, vous prenez l'exemple de la cryo. Il y a 1 ou 2 appareils qui ont fait des publications, donc on a dépensé de l'argent pour ça. Les autres sont arrivés derrière en prenant les publications de ces appareils-là. Mais ils ne les ont pas fait pour eux-mêmes. Voyez. Demain, ce ne sera pas possible. Chaque appareil devra avoir son ou ses études, 1 ou 2 études qui permettent d'avoir le CE médical et d'avoir un niveau de preuve minimum. D'un point de vue purement objectif, ça ne paraît pas une demande normale. Après, il faut juste trouver le passage, que le marché soit pas, le marché est déjà difficile, donc il ne faut pas que ce soit trop perturbant, et surtout que ça n'ait pas se répercuter sur l'esthéticienne qui rachète de la c'est le problème. Alors, ça peut paraître un petit peu curieux à des esthéticiennes que des appareils qui n'ont aucune prétention à effectuer des diagnostics ou qui n'ont aucune revendication thérapeutique aient l'obligation d'avoir un marquage CE médical. Quel était l'objectif du législateur en fait en faisant ça? C'est juste d'homogénéiser, d'éviter de voir ce qu'on a vu, par exemple que la cryolipolyse puisse en brûler. Il y a eu quand même 81 cas publiés de brûlure sur cryolipolyse. 81 cas, c'est beaucoup. Regardez ce qui s'est passé avec le décret de 2011 qui a interdit la carboxythérapie. Il y avait également il y avait des appareils comme il y avait la carboxythérapie qui a été interdite, il y a eu le lipostabile qui est un produit amincissant. Il y a eu 3 choses qui ont été interdites à ce moment-là. Donc, ça a été interdit parce qu'au départ, il y a eu des accidents. Les accidents ont été corrigés par la Direction générale de la santé, qui a ensuite saisi la Haute Autorité de santé, la HAS, Haute Autorité de santé, qui a fait un rapport, à partir duquel le législateur a fait un décret, et le décret, après, rentre dans le pénal. Et donc, donc, il y a toujours au départ quand même une chose. Moi, je sais que sur les rapports, depuis pratiquement 2008, on voit des rapports qui se succèdent, tous font état de la chose, de dire que c'est anormal que ce soit les cosmétiques ou l'esthétique esthéticienne n'aient pas un niveau de preuve. Mais c'est pareil pour les médecins. Hein. Quand vous avez des produits, même les produits injectables, n'ont pas forcément une AMM, une autorisation de mettre sur le marché comme un médicament. Souvent, ils ne l'ont pas. Donc, seules des grandes marques, non, souvent, ils n'ont pas, c'est pas obligé. Vous êtes dans l'esthétique. Donc, la phrase que vous avez dit est très juste, et les esthéticiennes, je comprends qu'elles disent ça, on n'est pas dans le thérapeutique, puisqu'on n'a pas affaire à des maladies. Ce sont des choses qui n'évoluent pas par des complications. Que ce soit des rides ou des bourrelets, on peut très bien vivre 90 ans avec ça sans aucun problème. Donc, ce n'est pas des maladies qui évoluent dans les complications. Malgré tout, le législateur veut que, à partir du moment où il y a une promesse, cette promesse soit un minimum étayée. Si on le dit comme ça ne paraît pas anormal. Mais je comprends aussi le point de vue de l'esthéticienne qui dira, mais ce n'est pas de la thérapeutique. Elle a raison, on n'est pas dans la thérapeutique. On va quand même modifier. Il y a quand même une allégation qui modifie un truc physique quand même. Quand vous perdez un bourrelet, vous allez quand même modifier le corps humain, vous allez enlever du gras en théorie. Donc, ce qui s'est passé, je dis très franchement ce que je pense, hein, pendant 30 ans, on n'enlevait rien du tout. C'était un peu comme l'imposition des mains ou comme, je sais pas moi, l'homéopathie à très très petite dose. Ça s'est quand même bien vendu, l'homéopathie, c'est déremboursé depuis pas longtemps. L'homéopathie, je ne la critique pas, j'ai beaucoup de respect pour l'homéopathie, mais vous n'avez pas guéri une phlébite ou une méningite, une vraie maladie avec l'homéopathie, vous êtes d'accord, on traite des troubles fonctionnels. Eh bien, là, en esthétique, on disait quand même des choses assez fortes. On disait, vous allez perdre 10 cm de tour de taille, vous allez rajeunir de 10 ans en perdant vos rides. C'est quand même une allégation assez forte quand même. Cette allégation n'est pas soutenue. À partir du moment où il y a une transformation d'un tissu du corps humain, moi, je ne trouve pas ça anormal qu'il y ait une allégation derrière soutenue. Moi, je trouve ça et tout disons que ça va un petit peu clarifier les choses pour les esthéticiennes dans la mesure où également on a vu arriver toutes ces technologies depuis 12 ans sans véritable réglementation encadrant les pratiques et sans savoir, il est vrai, si ces technologies présentaient des risques importants. Donc peut-être que c'est une sécurisation aussi du métier en se disant qu'on aura des appareils plus sûrs et disons une certaine garantie d'efficacité, même si, comme vous le disiez, ce n'est pas du 100%.
Moi, je pense comme vous, Carole, ça qu'on aura ça. Non, mais on aura, en tout cas, l'allégation sera plus prudente, vous voyez. Là, vous avez des appareils qui vous disent, quand vous avez un appareil de radiofréquence qui vous dit que vous allez perdre 3 tailles de vêtements avec, là, c'est absolument impossible. Donc, vous voyez, aujourd'hui, on peut le dire. Demain, il ne pourra plus le dire. Donc, ça va quand même clarifier les choses quand même. Ça sera quand même pas mal. Et c'est très bien, d'autant plus que ces promesses, comme disait Eddy Rambert, elles finissent par arriver aux oreilles de la cliente. Et je pense qu'on a quand même intérêt à rester dans des promesses raisonnables, ne pas créer des attentes démesurées, mais au contraire d'être honnête avec nos clientes et de promettre des choses qu'on va être en mesure de faire réellement. Parce que une cliente, il ne faut pas oublier qu'on travaille avec elle dans la durée. Elle ne fait pas que de la minceur à l'Institut, elle fait d'autres choses. Et je pense que c'est vraiment important qu'on ait ce rapport d'honnêteté, y compris quand on fait de la minceur ou de l'anti-âge, par exemple. Je pense comme vous, Carole, après 30 ans d'exercice, je me suis rendu compte que les gens ne vous demandent pas d'être des superman ou des superwoman. Ils ne vous demandent pas l'impossible. Ce qu'ils veulent juste, c'est pas être déçus par rapport à une promesse. Voyez, ils vous demandent juste de le faire bien. Alors, si vous faites de l'écrio, n'allez pas les brûler. Si vous faites de la radiofréquence, n'allez pas les abîmer aussi. Voyez, chaque appareil, à partir du moment où il est efficace, peut avoir une marge de dangerosité. C'est à vous d'être assez expert dans votre appareil, assez virtuose pour savoir l'utiliser bien. Mais la patiente, regardez, dans mon métier à moi, pour faire des scléroses de varicosité, il n'y a rien d'aussi peu efficace que ça. Les patientes vont revenir pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans. Elles reviennent tout le temps. Les varicositaires reviennent sans arrêt, elles reviennent tout le temps. Elles vous demandent juste de ne pas leur faire de marque, de ne pas leur faire mal et de ne pas les esquinter. Après, vous devez le faire bien. Mais même quelqu'un qui le fait très très bien n'aura pas les résultats à 100%. Le discours qui consiste à dire en 3 séances, tout va partir, ça ne reviendra jamais, c'est faux. Même en liposuction, on a dit ça il y a 30 ans, on disait à nos patientes, ça ne reviendra jamais. Maintenant qu'on a 30 ans de recul, on a fait beaucoup de méta-analyses, on a revu les patientes au bout de 3 ans, 5 ans, 10 ans, ça revient comme avant. Et ça peut revenir comme avant, ça dépend beaucoup des facteurs de risque qui vont suivre. Mais ça peut revenir. C'est comme quelqu'un qui dirait à un diabétique, je vais vous traiter, vous n'aurez plus jamais de diabète. Aucun médecin au monde ne sait guérir un diabète. On peut juste l'équilibrer. Simplement avec une promesse raisonnable, vous allez arriver à maintenir une clientèle de diabétiques qui vont vous voir quand même tout le temps, toute leur vie. Donc, on n'a pas besoin de faire ce que les Américains appellent de l'over-promising, la promesse surdimensionnée. Voyez, faites une promesse que vous arrivez à tenir et qui est juste bonne. Si vous arrivez à enlever 20-25 grammes de graisse à votre patiente à chaque séance, elle est déjà très contente. Ça, plus une intention alimentaire, plus un petit peu d'exercice physique, c'est déjà très bien. En 10 séances, elle aura perdu beaucoup, alors elle se sera énormément améliorée. C'est tout ce qu'elle vous demande. Elle vous demande juste de ne pas être déçu par rapport à une promesse et de ne pas l'abîmer de notre part. Si on regarde un petit peu les appareils qui vont être concernés par cette réglementation, parce que je pense que c'est la question que se posent beaucoup des personnes qui nous écoutent et qui ne peut-être n'avaient jamais entendu parler de cette réglementation qui arrive. Quels sont les appareils qui vont être vraiment, dont on est sûr qu'ils vont rentrer dans le champ de cette nouvelle loi? Sûr, c'est tout ce qui va changer, transformer un tissu. La cryo, la cavitation, les ondes de choc, tout ça, ça peut transformer un tissu. Tout ce qui va agir. D'ailleurs, c'est un des textes des rapports précédents. En fait, c'est vrai que je comprends que les citoyens soient surpris de ces réglementations. Ça fait quand même plus de 10 ans qu'on en parle. Le premier rapport était sorti en 2011. 2011, ça fait quand même il y a 9 ans. Annoncé par un pré-rapport 4 ans précédent, encore avant, donc ça fait quand même plus de 13 ans qu'on en parle. Et dans ce rapport, rappelez-vous, la cryopolise, tout est interdit. Dès qu'on voulait faire fondre du gras, tout était interdit. En même temps, on a interdit le palpé roulé, les palpés roulés mécaniques ont été interdits pendant un moment. Heureusement, il y a un recours au Conseil d'État qui a permis de cibler l'interdiction sur 3 méthodes seulement. Toutes les autres ont été réutilisées. Mais j'ai vu plusieurs constructeurs à l'époque qui ont, sur les 6 mois de temps qu'il y a eu entre le moment où c'était interdit et le moment où c'était réautorisé, pendant 6 mois, beaucoup ont mis la clé sous la porte quand même. Donc, c'est quand même pas une nouveauté. Ça fait longtemps qu'on en parle. La difficulté, c'est d'arriver à faire quelque chose d'homogène. Tout ce qui va induire, dans lequel la promesse induira une transformation du tissu, tombe sous le coup d'un marquage médical. Ça sera déjà la première. Il y a certaines technologies où il y a un petit peu des doutes. Par exemple, le palpé roulé, est-ce que vous pensez que ça pourrait Franchement, moi, ça ne me choquerait pas. On a réussi à regarder tous les dossiers qu'il y a eu. La cryo, retirer la cryo des esthéticiennes, c'était vraiment très dommage. Alors là, ça ne concerne pas de glamour, parce qu'ils ont une cryo qui est posée, mais la cryolipolyse, après le rapport n'était pas un décret. Enfin, on a quand même dit, j'ai vu que les appareils ne se vendaient plus chez les esthéticiennes, où ils ont arrêté. Donc, c'est dommage, c'est un appareil pour elles. Donc, le palpé roulé, évidemment, doit être plus effet. Aujourd'hui, le palpé roulé, la difficulté, c'est que le mot massage est réservé aux kinésithérapeutes. Ça, c'est purement du lobbying. Les kinés ont réussi à se faire intituler masseur kinésithérapeute.
J'ai été moi-même expert sur une ville de province, je crois que c'est à Caen, pour une jeune femme qui a monté un centre d'esthétique avec un appareil de palpérolé mécanique, et elle avait utilisé le mot massage, et elle a dû le retirer. Elle a été condamnée, elle avait quand même 25 000 euros entre ce qu'elle a dû rendre. Le kiné s'était mis à 7 pour porter plainte contre elle, et il y a eu en plus, alors elle s'était retournée après du côté du constructeur, qui n'a pas été inquiété parce que le constructeur, vous pouvez très bien acheter demain un fusil de chasse, vous n'êtes pas obligé de tirer sur les gens, vous avez le droit, nul n'est censé ignorer la loi. Donc le mot massage n'est pas utilisable, mais ça c'est de lobbying. Les esthéticiennes pourraient très bien récupérer le mot massage. Pour ça, il faut publier, il faut faire des études montrant que le massage ne demande pas une technicité à importer de gens qui ont 3 ans de formation. Un massage, très sincèrement, on peut être formé en quelques jours. Ce n'est pas forcé de ne pas faire 3 ans de formation. Donc c'est un peu exagéré de faire ça. Mais ça, c'est de lobbying. On a ça en médecine. Hein. Là, il y a un médicament qui est sorti il n'y a pas longtemps, qu'on appelle l'hyaluronidaze. Eh bien, les dermatos ont réussi à le prendre pour eux et pas le médecin esthétique. Or, le médecin esthétique injecte de l'acide hyaluronique autant que les dermatos. La seule raison du législateur, c'est qu'il a regardé le dossier. Qui avait publié? Donc, le législateur, il ne connaît rien en méthode. Il regarde juste la valeur du dossier. Si les esthéticiennes arrivent à créer des équipes chez elles, de gens qui savent créer des dossiers pour avoir des avocats qui les défendent, face au législateur, le législateur en tiendra compte. À partir du moment où il n'y a rien de publié, elle n'existe pas. Il n'y a pas d'argument de leur côté. Vous voyez, le législateur, il n'y a pas la vérité. Il regarde juste le dossier. S'il n'y a pas de dossier, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'argument. Donc, les esthéticiennes peuvent très bien récupérer le palpérolé demain. Aujourd'hui, je trouvais ça assez lourd, mais j'ai vu bien pire dans le passé. Donc, ils pourraient très bien vous le mettre aussi en CE médical pour une machine. Ça serait exagéré, mais c'est possible. Pour la cryo, c'est exagéré, mais ça a été fait. Alors, la réglementation comprend aussi un volet surveillance et traçabilité, puisque chaque machine aura un numéro unique, donc un petit peu comme les UV. Donc, nous, en institut, on connaît déjà ça avec les UV, c'est-à-dire que les UV, chaque UV a un numéro. Vous devez faire une déclaration en préfecture quand vous acquérez un appareil UV. Et le jour où vous le cédez ou vous le détruisez, de même, il y a une traçabilité. On est censé faire la déclaration. Alors là, les choses ne vont pas encore jusque-là, mais néanmoins, chaque appareil va avoir un numéro. Et cette traçabilité, elle va servir aussi à remonter les incidents. Ça aussi, c'est intéressant. Imaginez demain, vous achetez un laser, vous avez des lasers aujourd'hui pour l'épilation ou pour des choses bénignes, pour l'épilation, pour les comment dire, pour la coupe sur le visage. Donc, on peut très bien utiliser une esthéticienne, en théorie. Mais regardez, si vous utilisez un laser pour les yeux, pour la cataracte, vous n'imaginez pas un dossier de laser dans lequel il y a un gros dossier fait par un ingénieur de 300 pages où on vous explique l'interaction laser-tissu pour savoir à partir de quand c'est bien négatif. Vous ne l'avez pas en esthétique. Vous n'aurez pas, quand vous envoyez une onde de choc ou quand vous envoyez une onde de cavitation, l'onde de cavitation ne peut pas forcément s'arrêter à la graisse, elle peut très bien continuer dans le muscle ou dans l'os. Il faut que vous ayez des dossiers qui permettent de savoir ça. Donc la traçabilité, vous l'avez déjà pour les appareils en médecine comme en soin médical. Pas encore en esthétique, mais en esthétique médicale, c'est comme en esthéticienne. C'est pareil, on n'a pas plus d'obligations que pour les esthéticiennes. L'esthétique médicale aujourd'hui n'a pas davantage d'obligations que pour les esthéticiennes. Un médecin peut faire ce qu'il veut en son âme et conscience. Simplement, comme il est médecin, il peut prendre plus de risques, il pourra plus se défendre sur une brûlure qu'une esthéticienne qui va se faire embêter par une plâtre. Mais sinon, en termes de législation, donc demain, le législateur va demander probablement d'avoir un marquage comme on l'a pour n'importe quel appareil médical. Prenez l'exemple du laser, un laser pour la cataracte a une traçabilité qui est normale. Vous l'avez maintenant pour n'importe quelle substance. Si même un médicament par voie orale, vous devez avoir une traçabilité. C'est une mode, enfin, c'est pas une mode, c'est une tendance aujourd'hui pour tout. Même pour les produits alimentaires. Un produit alimentaire, pas forcément, pour avoir des salmonelles dans un œuf, il faut vraiment pas avoir de chance. Maintenant, ils sont tellement surveillés. Et bien maintenant, il y a cette traçabilité. Vous avez des numéros avec des traçabilités, des codes barres qui permettent d'avoir la traçabilité. C'est une tendance générale pour tout. Donc, il ne faut pas être trop choqué si dans l'esthétique, ça vient aussi. Je trouve ça normal. Mais ce n'est pas forcément une mauvaise chose dans le sens où, justement, je pense que finalement, bon, il y a eu beaucoup, justement, il y a eu des tentatives pour arrêter que l'esthétique high-tech soit pratiquée dans les instituts, alors qu'en réalité, quand on regarde les études, il y a très, très peu d'accidents. Et je pense qu'on a fait un mauvais procès aux esthéticiennes et que le fait qu'il y ait une surveillance, au contraire, il faut le prendre comme une bonne chose parce que ça va permettre de faire remonter dans les statistiques le peu d'incidents qu'il y a par rapport à la pratique qui, elle, est massive, hein, malgré tout, tous les jours. Je pense comme vous, Carole, l'esthéticienne, elle a parfaitement. C'est une question de facteur humain. J'ai vu de mes yeux dans ma carrière des dermatos faire la chasse à des esthéticiennes pour l'épilation laser. L'épilation, c'est évidemment le domaine de l'esthéticienne. C'est absolument inouï qu'une esthéticienne ne puisse pas utiliser une lampe flash pour un laser. C'est pas possible, ça. Vous voyez. Et donc, il faut absolument qu'elle s'assoie à sa portée. Elle est parfaitement capable de le faire. Surtout que nous, les médecins, on utilise souvent des assistantes dans nos cabinets qui sont souvent moins formées encore qu'une esthéticienne. Elles font quand même du laser dans les cabinets, simplement sur responsabilité médicale. Évidemment que l'avenir, c'est que l'esthéticienne soit une vraie spécialiste de son domaine, qu'elle puisse
puisse utiliser sa cryothérapie, qu'elle puisse utiliser ses lasers pour l'épilation, qu'elle puisse utiliser ses LED, ses ondes de choc, parce que c'est son métier. Et donc, la législation sera importante, mais il faut aussi qu'elle existe, et pour qu'elle existe, il faut quand même qu'elle soit compétente. Donc, il faut que les esthéticiennes, parce que c'est vrai que j'ai l'impression, avec cette histoire des dermatos, qu'il y a des petits clivages entre médecins et esthéticiennes, je trouve ça dommage. Les esthéticiennes, franchement, elles ont leur mot à dire là-dessus, il faut qu'elles deviennent des virtuoses de leur domaine. Et pour ça, c'est formation de très bon niveau. Donc, il y a du travail à faire de ce côté-là, à mon avis, en tout cas pour ce qui est du corps. Je pense qu'elles sont bien formées pour le visage. Et puis, d'autre part, il faut également qu'il y ait un peu de publication de leur côté. Il faut qu'elles publient un peu, ou qu'en tout cas, elles créent des groupes de travail, que leurs syndicats créent des groupes de travail avec quelques personnes qui ont des publications pour publier. Pas de publication, pas d'existence juridique. Moi, c'est comme ça que je vois le truc. Pour avoir été dans pas mal de commissions, je peux vous dire que s'il n'y a pas de dossier, il n'y a pas d'existence juridique. Le législateur, il regarde le dossier. Il ne sait pas de quoi on parle. Il regarde que le dossier. Il ne connaît pas la technique. Je pense aussi que ce type de réglementation va faire évoluer la filière et du coup, en libérant aussi certaines pratiques, amener à peut-être un niveau d'expertise supérieur dans les instituts. Parce que la minceur, c'est pas non plus juste appuyer sur un bouton, comme on l'a vu, avoir un appareil et faire un protocole unique à chaque personne qui passe à l'institut. C'est assez complexe et je pense qu'on a un réel besoin d'aller vers plus de compétences et une meilleure formation pour bien utiliser ces appareils qui sont, vous l'avez dit, dans la compétence des esthéticiennes, puisque le corps, la minceur, ça fait partie vraiment, la beauté, c'est notre métier. Les traitements de la cellulite des bourrelets, pour moi, c'est l'esthéticienne en priorité, en première intention. Tout ce qui est relâchement cutané, c'est pour elle, c'est 100% pour elle. Tout ce qui est épilation, ça va être pour elle complètement. Et cette histoire qui a duré des années là, sur l'épilation laser, c'est quand même dommage parce que c'est vraiment pour elle. Elle doit savoir utiliser ça et pouvoir le faire. Pareil, après, il y a tout un tas de petites niches. Il y a les vergetures, des choses sur lesquelles on est un peu moins efficace, mais sur lesquelles il y a quand même des réponses. Tout ça, ça doit être dans le cabinet esthéticienne. En tout cas, quel est le choix? Oui, quel est le choix? Comme un chef d'orchestre, je choisis de prendre la flûte, le violon, la trompette, elle choisit ce qu'elle veut, mais qu'elle ait au moins un choix et qu'elle connaisse un peu chacun des instruments pour savoir l'utiliser au mieux. Mais c'est évidemment elle qu'aux premières loges. Quand on pense esthétique, on doit penser esthéticienne en premier. Les médecins et les kinés ont assez de boulot avec la rééducation et avec la maladie. On a assez de boulot comme ça. Et puis, il y a toute une partie esthétique que il n'y a qu'eux qui peuvent le faire. Tout ce qui est injection, acide hyaluronique, botox, la chirurgie, le bistouri, tout ça, c'est réservé aux médecins. Ils ont largement à faire. Qu'ils laissent au moins que. Moi, je serais pour un parti qu'on laisse complètement la cellulite et les rides aux patients, les rides hors injection. Et puis, tous ces appareils dont on a vu, ça, c'est esthéticienne 100%, c'est pour elle. Il ne faut pas qu'elle rejette la technique en disant qu'elle revienne, comme vous avez dit au début de la séance, j'entends les esthéticiennes qui disent ça maintenant, qui rejettent les machines en disant, après tout, nous, on est formés pour la main, c'est la main. Elles ont tort de raisonner comme ça, c'est de la régression. Il faut absolument qu'elles utilisent des machines qui sont des vrais cadeaux, sont des cadeaux. La cryo, c'est un cadeau des ingénieurs. La cavitation, c'est un truc extrêmement efficace, c'est un cadeau des ingénieurs. Il faut qu'après, les utilisateurs, les praticiennes, apprennent à devenir des vraies praticiennes, qu'elles sachent utiliser. Qu'elles n'entendent pas trop que le labo leur mette dans les mains tout près. Voyez. Je pense que les ingénieurs de labo n'ont pas accès aux clients, aux patients, donc ils comptaient un peu pour les esthéticiennes pour faire un espèce d'aller-retour, d'échange d'informations pour que ça se progresse comme ça. L'ingénieur, il n'a pas accès à l'interaction entre la machine et le tissu humain. C'est vrai. Alors, la courroie, c'est vous, finalement, les distributeurs et les marques. Et dit, comment vous vous préparez, vous, à cette arrivée de la nouvelle réglementation? Écoutez, on suit ça évidemment tentativement, on va dire, depuis fort longtemps. On a subi effectivement cette aussi expérience en 2011 où effectivement, malheureusement, toutes les technologies ont été interdites du jour au lendemain. Et effectivement, depuis ce temps-là, comme depuis le départ, on est toujours attentif à l'évolution de notre marché et on essaie, on est toujours voilà, à la merci des conséquences que nos technologies peuvent apporter, que ce soit dans le bon ou dans le mauvais. Donc effectivement, l'éthique, elle est aussi de pouvoir gérer l'ensemble de notre prestation parce qu'il faut faire aussi attention à notre responsabilité, à notre engagement. Et on essaye effectivement d'informer et de former nos clients le mieux que l'on peut, mais on n'est pas toujours voilà, derrière nos machines et nous, on essaye de faire l'interférence entre effectivement nos ingénieurs, donc la conception, la fabrication et l'utilisateur des appareils. Donc effectivement, c'est pour ça qu'on essaye toujours d'informer quotidiennement nos clients et on essaye de les former au maximum pour pouvoir utiliser les appareils dans les meilleures conditions. Ça, c'est indéniable, tout en sachant que, on en reparlera aussi après, effectivement, c'est
l'utilisation de plusieurs technologies qui apportera évidemment de meilleurs résultats. Ça, on n'a pas une machine ou une technologie miracle qui pourra répondre à tous les problèmes. Donc, il faut évidemment trouver la combinaison des technologies et de savoir bien les utiliser au bon moment. Et puis, dans le temps qu'il faut, etc. Bon, bref, ça fait partie des protocoles. Alors, on va quand même avoir un petit mot pour celles qui sont déjà équipées et qui peut-être s'inquiètent. En cas de contrôle après le 26 mai, on va dire à partir de juin, en cas de contrôle dans un institut, une esthéticienne qui était déjà équipée, comment ça se passe pour elle? Alors, ce qu'il faut savoir, oui, par rapport à cette nouvelle réglementation, c'est qu'effectivement, tous les nouveaux appareils de conception et de fabrication devront être donc réglementés sous la qualification de norme CE médicale. On a fort heureusement la chance, là, c'est pas comme en 2011, on a vraiment un laps de temps qui nous permettra d'évoluer en fonction des nouvelles normes, des nouvelles réglementations, mais qui nous permettent quand même d'utiliser les appareils, après en fonction évidemment de mon protocole, mais en attendant, on peut toujours utiliser nos appareils. Ce sont que des nouveaux appareils qui vont arriver sur le marché, qui vont être concernés dans un premier temps, et on a jusqu'en 2024 pour que tous ces appareils soient tous aux normes CE médicales. Donc, ça veut dire, on est bien d'accord, on va le dire de façon très claire, une esthéticienne qui est déjà équipée en cryo, en palpé roulé, en radiofréquence, etc., garde son appareil et en cas de contrôle, elle aura juste à montrer, par exemple, une facture prouvant qu'elle l'a acheté à une date antérieure à la réglementation. Exactement, tout à fait. C'est tout à fait ça. Donc, pas de panique en soi. Comme vous disiez tout à l'heure, à juste titre, c'est vraiment plutôt de bonnes choses parce que ça va permettre, on va dire, de décrémer et puis de qualifier notre profession de mieux en mieux. Et par contre, pas de panique, on suit ça attentivement, on tiendra toujours informé, là je parle pour notre paroisse à nous, nos clientes de l'évolution, et tous nos appareils donc, seront évidemment, vont suivre le mouvement en fonction de la tendance. Chloé, est-ce qu'on a des questions à ce stade sur la réglementation? Pas trop sur la réglementation parce qu'on a déjà bien répondu. Simplement, qu'est-ce qu'on pourrait conseiller au mieux de prendre comme la réglementation? Alors, la question a été hachée, Chloé. Est-ce que tu peux la reposer? Oui. Alors, on a déjà répondu à pas mal de questions. Donc là, la dernière serait de répondre à quel serait l'appareil le mieux face aux normes qui vont arriver. L'appareil le mieux, comme on disait tout à l'heure, il n'y a pas une technologie, il n'y a pas un appareil qui est on va dire le mieux possible. C'est toujours la combinaison, la synergie des technologies qui vont apporter ces meilleurs résultats. Mais on ne peut pas dire que il y a un appareil phare qui va être plus performant que d'autres. Alors évidemment, chaque appareil, on a, je prends aussi, sans vouloir prendre nos appareils, mais effectivement, on a des intérêts. Pourquoi on a apporté, par exemple, sur un même appareil, deux technologies, c'est effectivement pour apporter une synergie. Et cette synergie, quand on la travaille en même temps ou juste une après l'autre, nous permet effectivement d'avoir de meilleurs résultats que de combiner des technologies qui vont être faites avec un décalage de 24 ou 48 heures. Donc effectivement, c'est toujours la synergie qui fait qu'on va avoir des meilleurs résultats, mais on ne peut pas dire que même si on a des très bons appareils, que ce sont les meilleurs. Je reste transparent par rapport à ça. C'est la combinaison d'une multitude de technologies, mais de bonnes technologies, comme évoquait le docteur Blanche-Maison. C'est qu'après, cette nouvelle réglementation aussi va nous permettre de faire la différence entre chacune des technologies, parce que, comme évoquait le docteur Blanche-Maison, des ultrasons, il y en a une certaine puissance, des radiofréquences, il y en a une certaine puissance, de l'électrostimulation, c'est encore différent, mais des ondes de choc, il y en a une certaine puissance. Donc, effectivement, tout ça va rentrer en jeu et ça va être après une compétition, mais une compétition, on va dire, qui sera saine, au moins. Alors, justement, avant de conclure, j'avais une question complémentaire. Finalement, une esthéticienne, parce qu'on a parlé de plein de choses, peut-être que certaines qui s'interrogent sur
le fait d'investir dans un appareil minceur se retrouve un petit peu perdu finalement aussi. Et quel conseil vous donnez à une esthéticienne qui veut démarrer dans la minceur et quelle doit être sa stratégie d'investissement? Moi, si j'aurais une réponse à vous proposer, c'est déjà que, enfin, un conseil que je donnerais à une esthéticienne qui commence, c'est de devenir très bonne dans un domaine. Elle prend un domaine, vous voyez, soit la minceur, soit le relâchement cutané, soit le visage, mais elle se prend un domaine. J'ai toujours pensé que les instituts de beauté où on mettait tout, on était bon en partout, on faisait des leaflets, on disait qu'on traitait tout, c'était un peu moins crédible. Faites-vous d'abord votre réputation, ça va peut-être mettre 6 mois, 1 an, mais en étant très bien dans un domaine. Vous voulez par exemple faire du relâchement cutané, vous avez 2 appareils à vous acheter, c'est une lumière, donc infrarouge LED, ou bien une radiofréquence. Ça, c'est bien pour le relâchement cutané. Et vous prenez ces 2 appareils-là en priorité. Vous voulez faire de la minceur, achetez en priorité un appareil qui va jouer sur le gras, donc par exemple une cavitation, et puis un appareil avec une onde de choc, parce que vous aurez très souvent affaire à des cellules fibrosées, et si vous faites de la cavitation sur le cellules qui est fibrosé, ça ne marchera pas bien. Prenez une onde de choc avec une cavitation, ça fait juste 2 appareils, ça permet d'être bien sur le côté bourrelet. Et devenez compétente pour avoir un discours crédible et compréhensible en termes de nutrition pour qu'elle arrive à corriger le côté alimentaire et au niveau musculaire. Et là, vous devenez une très bonne dans votre région sur le côté amincissement. Vous voulez faire du visage, vous voulez prendre. Oui, moi, je dirais qu'il faudrait pour chaque chose qu'on détermine. Alors là, on parlait juste de minceur, hein, docteur. On démarre parce qu'il y a déjà beaucoup de choses dans la minceur. Donc, Alors, réponse, cavitation de choc. Voilà. L'onde de choc, c'est très utile. Parce que l'onde de choc, d'abord, il y a un ressenti, la patiente sent que ça travaille les tissus, donc il y a un ressenti qui est pas mal au niveau pour la conviction qu'elle en a. Et d'autre part, ça permettra d'assouplir des cellules fibreuses. Vous aurez ça très, très souvent. Et commencer à traiter directement avec une cryo. Ça va préparer le terrain. Sans préparer avant, ça risque de vous décevoir en résultat. Donc, moi, je dirais une onde de choc et une cavitation. Très bien. Ou une onde de choc. Est-ce que vous êtes d'accord, Eddy? Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Alors, oui, alors effectivement, en dehors de. Vous parlez, juste pour revenir à la question d'origine, Carole, pour bien que j'essaie de bien vous répondre. Vous me disiez que. Finalement, quelqu'un qui démarre dans la minceur, qui n'a pas d'appareil, comment vous allez la conseiller parce qu'en plus, bon, vous, c'est intéressant parce que vous avez plein d'appareils justement dans pratiquement toutes les technologies dont on a parlé. Donc, comment vous aider une esthéticienne à faire le tri et à démarrer dans l'amincissement avec un appareil en particulier? Parce que vous savez bien que dans un institut, on ne va pas pouvoir, en général, investir dans 3-4 appareils d'entrée. Donc, il faut avoir une stratégie. Tout à fait. Alors, merci pour cette question parce qu'effectivement, elle est importante pour nous, pour notre entité, parce que c'est un appareil que l'on propose évidemment depuis maintenant 20 ans et qu'on appelle ça en formule de pré-usage. Et ça a quand même beaucoup d'intérêt par rapport surtout à l'actualité qu'on vit en ce moment, que ce soit pour des problèmes Covid-19, que ce soit des problèmes de grève, des problèmes d'actualité, d'inondation, de tout ce que l'on veut. Malheureusement, on est tributaire quand même humainement et professionnellement de situations que l'on ne peut pas des fois gérer ni prévoir. Donc effectivement, on a aujourd'hui un système, et là je parle pour nous, parce que c'est vrai que c'est quand même très important, surtout pour que ce soit des esthéticiennes qui débutent ou qui perdurent dans leur activité, mais on a un système d'implantation qui est unique, et ça, je pense que aujourd'hui, c'est encore plus d'actualité. Donc, c'est l'appareil qu'on met en formule de pré-usage et en fait, les gens investissent uniquement dans des cartes magnétiques qu'elles achètent au fur et à mesure de l'utilisation de l'appareil. Je pense que ça, c'est vraiment une technologie, un principe de base qui est très important et qui, en même temps, répond à la problématique en ce qui concerne les résultats, c'est un fait, mais c'est tout par rapport à l'utilisation de l'appareil. Et là, j'étais juste sur un propos, excusez-moi. Et donc, effectivement, par rapport au MagicRed, c'est un investissement qui est vraiment minime. Donc, ça répond vraiment au jour le jour, aux problèmes quotidiens et avoir un appareil qui est en même temps performant. Parce que ce qu'on a besoin, c'est, comme on disait tout à l'heure, des appareils qui fonctionnent. Et celui-ci donc, est vraiment limité dans le prix. Et après, on va adapter et proposer en fonction de l'évolution et du besoin de la cliente et l'orienter sur des technologies qui seront à ses besoins. Alors justement, pour conclure, on va parler un petit peu d'actualité. Par exemple, chez Bioglamour, comment vous vous êtes adapté à cette crise qui touche gravement notre filière, puisqu'on est tout à l'arrêt?
et que le redémarrage va être quand même assez voilà, compliqué pour tout le monde. C'est une année compliquée. Qu'est-ce que vous avez fait pour vos clientes? Ben, déjà, tout d'abord, donc effectivement, pour revenir à ce que je vous disais là, donc le Magitrade, donc l'avantage du système, c'est que l'appareil donc reste toujours dans les instituts et là, elles n'ont rien à payer en attendant, comme elles ne l'utilisent pas, donc elles n'ont rien à payer, donc ça c'est très important. Et on a de suite, pardon. Je disais pas de coût fixe. Voilà, tout à fait. Merci. Et aussitôt également, on a pris donc la directive de solliciter tous nos partenaires financiers et nous ont permis de nous accorder le report de toutes les échéances en attendant la reprise de l'activité et qui permettent aussi à nos clients de pouvoir faire face parce qu'on reste dans un esprit de partenariat. Donc tout ce qu'on souhaite, c'est qu'un maximum, si c'est possible, la totalité de nos clientes soit toujours au rendez-vous lors de la reprise. Bien sûr. Mais je pense que c'est important aujourd'hui d'avoir des initiatives comme celle que vous proposez parce que finalement, on est tous, toute la filière est dans le même bateau aujourd'hui, hein, du fournisseur jusqu'à l'institut. Plus personne ne travaille et tout le monde va reprendre en même temps. Donc, quelque part, c'est vrai qu'être solidaire, c'est notre philosophie. C'est notre philosophie et par anticipation aussi, je profite de l'occasion pour dire que voilà, on travaille sur des nouvelles offres que l'on va mettre en place, à la fois pour l'implantation des nouveaux appareils et aussi avec des reports d'échéance, etc., pour donner de l'oxygène en matière de trésorerie, pour qu'on puisse non pas arrêter l'activité, mais parce qu'il faut se donner les moyens aussi de pouvoir reprendre. Oui. Et ça, je crois que ça, c'est oui, ça, je crois que c'est très important. Dans un contexte comme celui qu'on vit, la vie ne s'arrête pas, la vie professionnelle ne s'arrête pas. Et au contraire, pour la reprise, voilà, c'était aussi pour ça d'ailleurs qu'on a fait cette émission aujourd'hui, c'est vous donner de la motivation, vous donner l'envie de reprendre dans votre cœur de métier en étant encore plus performante, en proposant des nouvelles choses. Et c'est vrai que de toute façon, dans l'esthétique, on ne fait pas du surplace. Hein, on avance continuellement et c'est vrai qu'il est important aujourd'hui que vous restiez dans le métier, vous restiez dans la course, vous restiez dans l'envie de pratiquer ce que vous aimez faire en proposant toujours des choses nouvelles et performantes à vos clientes. Alors, en parlant de nouvelles, je profite de l'occasion, Carole, c'est qu'effectivement, donc, on a des nouvelles technologies qui sont en cours, qui sont élaborées et qui vont bientôt être mises sur le terrain. Mais aussi, je reviens aussi sur le fait qu'on va revenir sur une prestation qu'on avait proposée à l'époque. Donc, on va relancer aussi au sein de Glamour, donc à lumière pulsée, parce que c'est en dehors du domaine de la minceur qu'on était principalement le sujet d'aujourd'hui. Mais on va relancer aussi la fabrication, la commercialisation en France des appareils de lumière pulsée dès que la réglementation, évidemment, sera remise au goût du jour. Et donc, oui, c'est important parce que… Alors, ça, on aura l'occasion d'en reparler, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est complètement dans les tubes puisque ça a été acté par le Conseil d'État en fin d'année. Donc, on attend juste voilà, le décret, mais bon, il n'y aura pas de retour en arrière. Ça, c'est vrai que c'est une très, très grande victoire pour la profession. Voilà, un complément de l'activité minceur, parce qu'il ne faut pas l'oublier. C'est la base aussi du métier d'esthéticienne, effectivement. Eh bien, je vais vous proposer de conclure ce live. Nous continuerons de prendre vos questions et on va faire le point après, donc voir celles voilà, qu'on n'a pas pu, celles qu'on n'a pas pu traiter, on va y répondre autrement et par écrit. En tout cas, je vous remercie beaucoup tous les trois de votre participation. Merci à vous d'avoir suivi aussi de chez vous. On espère vous avoir rendu ce temps du confinement un peu moins pénible et vous avoir redonné de la motivation. La vie ne s'arrête pas. Hein. C'est vrai que c'est important de se projeter avec optimisme dans l'après. Et c'est ce qu'on va continuer de faire donc, avec d'autres lives qui viendront pour préparer cette reprise qui doit être la meilleure possible pour tout le monde. Donc, merci à vous tous.
Pour conclure, je vais simplement remercier donc également le directeur commercial, donc Monsieur Rambert, le docteur Philippe Blanche-Maison de nous avoir accordé ce temps, et puis donc Carole de esthéticienne.pro qui a été là donc pour poser des questions au docteur. Comme Carole l'a dit, on va continuer donc de vous répondre. Et la société reste proche de vous. Si vous avez besoin de renseignements ou autres, on est là pour y répondre. Je vous souhaite une agréable après-midi. Je vous dis à très bientôt et merci. Au revoir. Au revoir. Merci.